Hello Valentin, Yes, salut Lucas, comment ça va? ça va et toi? Bah écoute, nickel. Ouais? Bah écoute, moi je suis ravi de t'avoir aujourd'hui. On va parler de toi, mais surtout de ton projet qui s'appelle Groupe Pilote, c'est bien ça? Yes, groupe Pilot, mon Groupe nouveau site. Pilot? Très bien, très bien. Et ben écoute, je te laisse te présenter et présenter ton projet en une phrase. Yes, moi du coup c'est Valentin, entrepreneur sur l'internet depuis 2020. Ça fait un moment que je bidouille des trucs qui ont plus ou moins bien marché hein, selon les projets et tout. J'ai lancé plusieurs alors SaaS, peut-être qu'on en reparlera après, mais en fait ce qui est marrant c'est quand j'ai commencé tu vois à vendre des trucs sur internet. J'ai commencé en vendant du logiciel. Alors, c'était pas un SaaS par abonnement comme tous les outils IA ou les trucs qu'on voit aujourd'hui. C'était une banque d'instruments pour les compositeurs. Après, j'ai vendu de la formation. Après, j'ai fait une agence que j'ai toujours, d'ailleurs. Et bah, j'ai fini là par lancer un SaaS donc par abonnement, un produit valorisable. Du coup, là récemment, on l'a lancé il y a 3 semaines à peu près, qui s'appelle Ok, Group 3 semaines. Pilot et qui en gros en une phrase automatise à 100% la gestion des groupes WhatsApp de webinaires et de challenge. Ok. Et comment t'es arrivé à justement à te lancer dans le SaaS aujourd'hui? Qu'est-ce qui t'a fait prendre cette décision? Alors ça c'est super important je pense parce que en fait tu vois je vois beaucoup de personnes surtout qui débutent qui au lieu de se dire bah, qu'est-ce que je vais proposer ils réfléchissent à quel business je dois lancer tu vois. En gros est-ce que je dois vendre des formations, est-ce que je dois faire du dropshipping, est-ce que je dois faire une agence d'IA, Hmm. est-ce que je dois faire une agence de gross operating, est-ce que je dois faire un SaaS, est-ce que je dois Ouais. faire ceci cela, et en fait ils regardent peut-être leurs compétences d'aujourd'hui et ils se disent bah moi aujourd'hui je vais faire ça donc j'aurais plus faire un ça, j'aurais plus faire ça. Moi, je pense qu'aujourd'hui, on arrive à un... Enfin, on arrive. Ça a peut-être toujours été le cas, mais enfin, avec le recul que j'ai aujourd'hui, je pense que vaut mieux aller vers une idée que d'aller vers un modèle. Ok. C'est-à-dire que, en fait, quand tu identifies qu'il y a un marché, qu'il y a un problème, qu'il y a un besoin et que les solutions actuelles soit n'existent pas, ce qui était mon cas, soit en gros existent mais sont mauvaises et ne peuvent pas être dégommées par une feature d'un concurrent, entre guillemets. Euh, Bah, en gros, c'est intéressant d'y aller et bah, en fait, ça peut prendre plusieurs formes. C'est-à-dire que moi, aujourd'hui, j'ai fait un logiciel, enfin, c'est pas moi qui l'ai développé, j'ai un développeur qui travaille avec moi dessus, mais j'ai fait un logiciel qui automatise les groupes WhatsApp de webinaires. Mais en fait, la même solution, le même outcome qu'on aurait pu apporter aux clients, ça aurait été une agence qui gère à leur place. Sauf que bah, dans notre cas, c'était plus simple de faire un SaaS, de faire de l'automation. C'était beaucoup plus Mhm. scalable aussi. Et c'était plus facilement valorisable et c'était moins de bordel d'humains à gérer. Et surtout, c'était plus facilement, en fait, enfin, c'était relativement simple à automatiser par rapport, tu vois, à demain, je sais pas, j'ai une agence de marketing, moi j'ai une agence de Webi, tu vois, donc c'est assez 360. On fait Mhm. des ads, des funnels, des slides, des machins. Bah, en fait, on peut pas faire un SaaS qui automatise la production de webinaires. Alors peut-être qu'on y arrivera avec l'IA, peut-être que ça arrivera. Enfin, théoriquement, peut-être que ce serait possible, mais ça aurait un coût qui serait extrêmement cher, tu vois. Et donc c'est aussi ça, c'est les contraintes. Et je pense que plutôt que de se dire, voilà, est-ce que je dois lancer un SaaS, est-ce que je dois lancer un e-commerce, est-ce que je dois lancer un tel truc, en fait, il faut d'abord privilégier le marché. Parce que je vois beaucoup de gens en fait qui lancent des SaaS par exemple pour faire des SaaS, pour dire, ouh, regardez, je fais un SaaS parce que c'est stylé de faire un SaaS, parce qu'il y a l'IA qui va me faire mon truc, etc. Alors qu'en fait, bah, tu as des SaaS qui sont très bien, tu as des SaaS qui répondent à des besoins, à des problèmes, et c'est ça qui fait en fait in fine que tu vas vendre, encore plus sur un SaaS que sur le reste d'ailleurs. Enfin, par rapport en tout cas à ce qui peut être formation ou quoi. Enfin, non, en vrai, comme tout, j'ai envie de dire, comme tout business, mais ouais, le SaaS, comme souvent, c'est encore plus dur à vendre, surtout quand il y a de l'abonnement et tout. Enfin, c'est encore plus important, en fait, avant tout, d'avoir bah, ce qu'on appelle un peu le product market fit dans le monde des startups. C'est tout simplement, bah, tu as un marché qui a un problème, tu lui adresses une solution la plus pertinente possible. En tout cas, déjà, voilà, un problème lourd qui doit être résolu. Et moi, en fait, Mhm. comment ça m'est venu? Bah, j'avais une agence de Webi. Avant, je faisais des webis pour moi aussi, des challenges aussi, que ce soit en evergreen, donc pour ceux qui connaissent pas, c'est en automatisé ou en live. Donc voilà, et en fait, bah, nous on avait cette problématique de groupe WhatsApp parce que, enfin moi-même en fait, je suis le premier client, tu vois, de mon SaaS. C'était, bah, je savais très bien que tous les jours, je devais aller 3 fois par jour aller envoyer des messages sur les groupes, voire même plus des fois. En plus, bah, comme j'étais en mode agence, je vais le gérer pour des clients. Donc, t'imagines sur plusieurs comptes. En plus, bah, sur un téléphone, tu peux avoir que deux numéros connectés dessus. Donc bon, maintenant je crois qu'on peut en mettre trois, mais c'est très récent, c'est depuis genre quelques jours, quelques semaines.
Du coup, ça veut dire que j'aurais dû carrément acheter des téléphones à droite et gauche Ah, le pour, bordel. tu vois, pour faire tourner pour mes clients. Enfin, ça aurait été un merdier pas possible. Et en fait, ça fait déjà presque un an, mine de rien, qu'on avait un peu une solution en interne avec un prestataire que j'avais à l'époque qui avait réussi à bidouiller pour automatiser en fait la gestion de ces groupes WhatsApp. Et donc, au début, en fait, c'était juste l'envoi des messages, la création des groupes. On avait changé les liens à la main et tout. À un moment, on s'est dit, mais en fait, ce serait bien d'avoir un seul lien, en fait, qu'on laisse dans notre tunnel et qu'on n'ait pas à changer. Donc, en fait, on va faire l'automatisation des liens. Et on avait cette solution comme ça, un peu expérimentale, tu vois, qui marchait. Et en fait, à un moment, là, j'étais en questionnement. Je me disais, mais en fait, là, je voulais lancer une formation, en gros, pour aider les gens à scaler en webinaire ou un consulting, tu vois. Et en fait, dans l'offre, je voulais mettre bah, l'accès au mec qui peut automatiser WhatsApp parce que je savais que ça avait une valeur énorme. Et là, j'ai un gars dans mon équipe qui m'a dit, mais d'ailleurs, Manex, il voit ce podcast, il se reconnaîtra. Il me dira, mais il m'a dit, mais enfin, pourquoi tu rediriges vers un freelance, pourquoi tu prends pas l'argent toi, tu vois, genre pourquoi tu fais pas, enfin, tu le mets pas en mode SaaS, tu vois. Et là, je me dis, putain, mais en fait, oui, tu vois, en fait, on avait déjà un genre de proof of concept qu'on utilisait en interne dans notre agence qui fonctionnait. Mhm. On s'est dit, mais pourquoi on va pas faire mieux en mode SaaS, at scale? Et bon, après, notre contrainte, c'est quand même qu'on a un petit marché, tu vois, c'est-à-dire que, en fait, notre cible en France, c'est plus ou moins 300-400 personnes. Par contre, c'est Ah du oui, B2B, ok. des gens qui font quand même de l'argent, donc qui sont prêts à payer. Et après, Mhm. on peut s'étendre sur le marché européen et le marché LATAM, ce qui fait qu'en Mhm. gros, là, dans le modèle actuel qu'on a, on peut, je pense, au max monter à 30, 40, 50 cas enfin, de MRR. Non, pas d'ARR, de MRR. Mais en fait, le truc, c'est que nous, notre produit, une fois qu'il est terminé, en fait, il n'y a pas vraiment 10 000 features qu'on peut y ajouter. Voilà, tu vois, on est vraiment sur la fin, même sur la partie développement. Il va être terminé et en fait, enfin voilà, peut-être que je grille un peu les questions. Mais du coup, comment ça m'est venu? Bah, en fait, par quelqu'un de mon équipe, parce que nous, on avait un problème qu'on avait résolu pour nous Mhm. et qu'en fait, je connaissais plein de personnes qui avaient le même problème et tout. Et on s'est dit, bah, du coup, on va le résoudre pour eux. Et du coup, bah, directement pour valider le marché, moi j'étais dans des groupes aussi avec bah, des personnes qui font des webinaires ou d'autres agences. J'en ai parlé aussi à mon réseau, etc. Je leur ai dit, ouais, est-ce que tu penses que c'est une bonne idée? Et en fait, ils m'ont tous dit, bah oui, mais mec, dès que tu sors ça, j'achète. Alors, on Mhm. en reparlera peut-être après, mais c'est pas exactement ce qui s'est passé. Mais enfin, il y en a La quand même qui théorie ont et la acheté. réalité. Bah, il y en a quand même qui ont acheté, mais c'est vrai que tu Ouais. vois, il y en a, bon, voilà, et je les comprends aussi, on en parlera peut-être après aussi, mais comme ça, tu vois, je te fais un petit open loop, comme ça les gens ils resteront jusqu'à à la fin du podcast. Et à raison, parce que c'est vraiment un bon conseil, mais du coup, ouais, c'est venu comme ça. Bah, tout le monde m'a dit, ouais, enfin, faut absolument le faire et tout. Et en fait, moi, j'avais vraiment genre zéro concurrent. Aujourd'hui, on a un seul concurrent en fait qui est portugais, qui a un outil en Ok. brésilien, et quand tu connectes des numéros français, ça se fait bannir une fois sur deux. Donc en fait, c'était pas vraiment Ah ouais. viable. Ouais, parce qu'en fait, c'est des Brésiliens et du coup, ils utilisent des proxys au Brésil sur les numéros. Et du coup, WhatsApp détecte connexion au Brésil avec numéro français et ça fait des flags et ils sont bannirs. Mais, euh, Ok, donc en fait, mais vous êtes du coup, quasiment tout seul au final. Enfin, j'ai envie de te dire, sur ce marché-là, avec cette feature-là, vous êtes quasiment ouais, tout c'est seul, ça, quoi. on est tout seul. En fait, Ouais. dans toutes les discussions que j'ai eues, parce que là, depuis quelques semaines, j'ai discuté avec beaucoup d'agences, beaucoup de founders, j'en ai juste deux qui m'ont dit, ouais, nous aussi, on avait réussi à faire le même bricolage que toi, mais en Mhm. fait, ça nous fait chier, il nous manque des features, donc en fait, on va quand même aller sur ton outil. Donc en fait, au final, ouais, il y avait vraiment un Ok. gros problème non résolu, et, euh, et c'est pour ça, en fait, qu'on est allé dessus. Moi, de base, j'étais en mode, mais genre, je comptais absolument pas faire de SaaS, en fait. J'étais en mode, moi, mon truc, c'est je vends des formations, ça a tous les avantages que ça a. Bon, ça se valorise pas ou difficilement, tu vois, c'est vrai, c'est le problème, ce qui est différent du SaaS. Parce que tu vois, en fait, je me disais, bon, on a une taille de marché capée à 50 000 euros par mois, mais demain, si c'est 50K par mois stable, qu'on est la référence de notre marché avec zéro concurrence et que bah, on a absolument tout le marché, bah ok, il y a peut-être plus de potentiel de croissance, peut-être que ça se valorisera pas 5-10 fois la RR, mais même à 2 fois la RR, tu vois, ça fait un SaaS qui vaut 1 million, tu vois, Ouais, ouais, ça, t'es au moins 1 million, ouais. Large. avec une marge de Ouais. 80-90%, quoi. Donc ça reste intéressant, surtout pour un truc où en fait t'as presque zéro gestion, quoi. À la limite, tu mets un mec pour gérer la relation client, enfin, si jamais il y a des petits problèmes ou quoi, ou pour faire des calls de démo, ou enfin Mhm. peu importe. Mais Ouais, ça reste genre, ça léger, va, quoi. tu vois. Et en fait, t'as pas vraiment de grosses charges de dev comme des marketplaces, des grosses plateformes ou même des Mhm. SaaS IA, en fait, où tu dois toujours rajouter des features pour pas te faire bouffer par l'IA ou par tes concurrents parce qu'en fait, c'est une commodité sur ton marché. Et tu vois, je pense qu'aujourd'hui, tu vois, quelqu'un qui se dit, vas-y, je vais faire le énième SaaS IA, copywriting IA ou je sais pas quoi IA, qui va se confronter à Tendax. tellement de personnes, bah, c'est tant d'axes de fou et en fait, t'as plus intérêt, honnêtement, genre, je te le dis, t'as plus de chances de réussir
à aller vendre des bracelets de magnétisme en e-com, tu vois. Et alors que c'est là aussi, c'est un produit super saturé. Je te dis ça parce que moi, je travaille beaucoup avec des clients en spiritualité, etc., dans les webinaires. Mais Ok. c'est un truc auquel les gens pensent pas souvent. Mais en fait, ce qui compte, en fait, c'est vraiment d'avoir un marché en face, de savoir qui sont les compétiteurs. Et en fait, genre, ok, bon, il y a des conseils qui sont plus pour les SaaS, ou qu'il y en a plus qui sont pour les freelances et tout. Mais le truc numéro un, c'est genre, qui est ton marché, qui est ton avatar, quels problèmes ils ont, quelles croyances ils ont aussi. Et en fait, au final, c'est juste, enfin, on revient au marketing, tu vois. Et c'est aussi d'ailleurs pas toujours le meilleur produit qui gagnera en termes de technique, etc. Ça sera aussi celui qui saura le mieux parler à son marché, qui aura le meilleur Mhm. marketing et la meilleure capacité de distribution aussi. Parce que, il y a Ouais, ça, c'est aujourd'hui, un avant mec tout. qui part de zéro, qui connaît rien, qui a pas de réseau, qui sait pas faire Mm. d'ads, putain, il va ramer, tu vois, sur du SaaS, à part si jamais il trouve un associé marketeur. Mais enfin, pour moi, c'est un des modèles les plus durs parce que, bah, enfin, honnêtement, tu vois, je trouve ça plus dur de vendre un abonnement à 100 balles par mois que de vendre un étiquette à 3K, genre une formation à étiquette à 3K, tu vois. Et tu gagnes moins d'argent. Et en fait, bon, tu gagnes sur la valo. Je pense qu'après, à terme aussi, quand tu as un premier pool de clients, genre tu as un effet boule de neige qui te permet Mm. d'accélérer. Tu vois, une On fois que tu as adopte, ouais. vraiment bien validé ton concept, ton produit, que du coup ta delivery est en fait 100% automatisée, donc ça c'est l'avantage aussi. Donc c'est beaucoup plus scalable aussi, surtout si tu es sur un gros marché, entre guillemets. Mhm. Mais ouais, Ok. je me suis un peu perdu dans mes explications, Ouais, mais c'est très clair, mais t'inquiète. ouais. Moi, je voulais te demander, tu m'as dit que tu bossais qu'un développeur, donc c'est-à-dire que tu Oui, ne l'es pas. Comment est-ce que tu as fait pour gérer la partie finance, pour aller financer justement bah, le salaire du développeur, ok. en partant justement bah, de zéro avec le SaaS en tout cas, Ouais. mais en ayant déjà des revenus avec ton agence. Ok, alors je vais dire deux trucs. Je vais faire le mode, moi ce que j'ai fait, et ce que j'aurais fait si jamais j'avais pas d'argent de côté Ok, et pas vas-y, d'agence et pas de trucs, tu vois. Et que j'avais dû faire vas-y, la même nickel. chose. Parce que là aussi, tu vois, les conseils, en fait, ils dépendent de la situation de chacun. C'est-à-dire que quelqu'un qui Mm. a 50K à foutre en ads, ça va pas être la même chose que quelqu'un qui part de zéro, qui lance son SaaS, qui a absolument rien. Mm. Et donc là aussi, il y a des choses qui sont faisables. Déjà, que ce soit pour récupérer de l'argent plus rapidement ou que ce soit pour... enfin bref, d'autres trucs. Mais du coup, moi, ce que j'ai fait, c'est que bah, j'avais déjà une agence, tu vois, qui me rapporte entre globalement 15 et 30 000 euros par mois selon les mois. Ça dépend si on fait des challenges, etc. Comme c'est du rev share, principalement sur des clients. À l'époque, j'avais aussi un business de formation qui a quand même fait pas mal d'argent en début d'année, surtout sur janvier-février. Mhm. En fait, bon, ça c'est un peu marrant, mais tu vois, je me suis expatrié en fin d'année dernière. Et vraiment, j'ai jamais fait autant d'argent depuis que je me suis expat. Et je parle même pas d'impôts, hein, juste en termes de genre dans ma L'ambiance? société, tu vois. Genre, ouais, vraiment, mon CA il a complètement explosé depuis que j'ai quitté la France. Mais bon, ça veut pas dire qu'il faut quitter la France pour exploser son CA. Mais bon, il y a des raisons qui Ça font peut ça. jouer. Une question de focus, une question que tu enlèves aussi tes barrières limitantes, de te dire si je gagne plus, je vais me faire allumer, tu vois. Donc, euh, donc ouais, et en gros. Si tu veux, donc ouais, j'avais aussi ce business de formation qui m'avait rapporté quand même pas mal d'argent en début d'année. Mhm. Après, bon, je l'ai coupé pour diverses raisons parce que j'étais pas. En vrai, genre, j'en avais un peu marre, tu vois. Surtout de coacher des B2C. C'est pour ça que moi aujourd'hui, je fais plus que du B2B. Que ce soit sur du SaaS, que ce soit sur de l'agence, même sur des infoproduits que je voudrais relancer sur du webinaire, tu vois. Ou Ok. même du consulting que je fais un peu à côté des fois sur du Webi ou des strat marketing. Et en gros, j'avais du coup quand même genre un peu de trésor de côté, tu vois, sur ma boîte, sur ma KFT, parce que je suis en Hongrie. Et du coup, bah, là, j'ai pu payer un dev. Aussi, l'avantage, c'est que donc, bah, avec l'IA, alors avec l'IA, je peux dire que ça réduit les coûts de développement. Alors attention, je dis pas que vous allez faire votre SaaS avec l'IA uniquement. Ça, j'y crois pas trop encore. Je pense que d'ici quelques mois, années, oui. Mais là, aujourd'hui, non. Mais en gros, ça réduit quand même beaucoup la charge de travail de dev. Alors je sais que du coup, il y a des devs, ils vont juste facturer le même prix qu'avant pour travailler moins. Et en vrai, bah, si les clients sont OK avec ça, vous avez raison, hein, j'ai envie de dire. Oui, Et, voilà. Ok. non, mais c'est vrai, tu vois. Les gens, ils payent un résultat, voilà. Et, Mm. mais après, voilà, moi je sais que je pense que ça a quand même bien réduit les coûts de développement. Le dev, c'était un ami qui est en Bulgarie et que je connaissais déjà d'avant. Parce que de base, en fait, avant de bouger en Hongrie, je voulais m'expatrier en Bulgarie. J'étais même allé sur place et tout, Mm. avant de changer d'avis un peu à la dernière minute. Mais, Ah, euh, ok. mais du coup, en fait, bah, je suis passé par quelqu'un que je connaissais, en qui je faisais confiance. C'était un projet aussi en termes de complexité technique qui n'était pas trop compliqué, tu vois. Donc ça, c'est plutôt bien. Alors après, ça veut dire qu'on n'a pas trop de barrières à l'entrée en termes de technique pour quelqu'un qui voudrait nous Ouais. concurrencer.
Par contre, la grosse contrainte, c'est la distribution. Parce qu'en fait, moi, je connais aujourd'hui presque toutes les agences. En fait, je suis à Mm. une personne de connaître tous les agences, tous les infopreneurs du top 300 France, tu vois. Ouais, ok. Ouais, le réseau, Donc ça en joue à fait, j'ai fond, un quoi. pouvoir de distribution qui est super fort sur mon marché et c'est ça qui fait aujourd'hui que je fais de l'argent. Ok. Maintenant, du coup, comment je me suis lancé, comment je l'ai financé? Bah, j'ai pris les revenus de l'agence, les revenus que j'avais dans ma boîte et j'ai payé un dev pour le développer. Et là, Mhm. en gros, aujourd'hui, on est à peu près entre, je vais pas dire les chiffres exacts, mais entre 500 et 1000 de MRR, tu vois, après 2-3 semaines. Ok. Et en fait, aujourd'hui, ça finance le coût de maintenance, de développement, pour les quelques mois de maintenance, de features, d'updates qu'on va faire avec les retours des users. Et en vrai, je sais très bien que dans 2-3 mois, a priori, on aura mis toutes les features qu'il y aura. Il n'y aura pas vraiment de raison qu'il y ait de bugs. Et donc, il n'y aura plus forcément de maintenance, à part si bah, il y a des bugs qui apparaissent, auquel cas, ce sera au cas par cas, au forfait, tu vois. Mais du Oui. coup, Donc, ce sera simple bug au final. Donc, c'est ça. Bah, en c'est fait, les pour une bugs, a fois. priori, on n'est plus censé en avoir, tu vois. Normalement, dans l'idée. Donc, ouais. Et par contre, du coup, si jamais j'avais pas eu de cash de côté, comment j'aurais fait? Mhm. Bah, simplement, en fait, j'aurais proposé le même service en mode agence. C'est-à-dire qu'en gros, je serais allé voir les clients, je leur aurais dit, bah écoute, voilà, tes groupes WhatsApp, peut-être que tu galères. Bah écoute, bon, là, le SaaS aujourd'hui, tu vois, on est à 100 euros par mois, ce qui est, je pense, le juste pricing. Au-dessus, ça devient un peu cher. Et en dessous, en fait, bah, on vise quand même des B2B qui font déjà des sous. Oui, Et qui en sont fait, ok à payer. les solutions alternatives, c'est souvent des VA qui payent 500 euros par mois, tu vois. Donc, on réduit quand même le Mm. coût par 5. Mais, euh, mais du coup, en gros, bah, c'est ça, j'aurais proposé la solution alternative en Done for You, tu vois. En gros, j'aurais dit, bah écoute, voilà, moi je peux gérer tes groupes WhatsApp pendant, je sais pas, enfin, je te fais un forfait 300 ou 500 euros par mois, tu vois. Je te gère tout. Alors, ça veut dire d'être un peu dans les tranchées, mais de toute façon, quand tu lances un business, t'es toujours dans les C'est tranchées. normal. Voilà. Donc, et même des fois, même, tu vois, même quand tu as du cash, hein, moi j'ai payé un dev, bah écoute, ok, il a fait le dev, mais ça veut pas dire que moi je fais rien, tu vois. Et, euh, et du coup, ouais, bah j'étais, enfin, t'es toujours dans les tranchées. Et je pense que j'aurais fait mon premier cash comme ça, soit derrière pour payer un dev, peut-être, tu vois, voilà. Soit j'aurais peut-être fait un proof of concept dans un premier temps avec l'IA, parce que l'IA aujourd'hui quand même fonctionne assez bien pour faire des genres de SaaS internes, tu vois. Ce qui est compliqué, Mhm. c'est les SaaS en prod avec des users. En gros, c'est utilisé par d'autres personnes que toi. Parce que quand c'est utilisé par toi, ton produit, tu le connais, tu peux le modifier un peu à la volée avec Claude. Bon, après, jusqu'à une certaine taille de complexité de projet, mais surtout là, avec Fab, là, le dernier modèle, je pense que ça va être encore mieux. Et donc, en fait, tu peux te débrouiller quand c'est un usage pour toi. Et du coup, bah, ce système un peu d'agence, tu vois, je pense que bah, je serais vite passé peut-être, ou même peut-être dès le début, hein, sans le faire à la main. En fait, j'aurais peut-être créé le truc avec Cloud Code, un genre de proto que j'aurais utilisé en interne. J'aurais un peu vendu le truc en mode agence, tu vois. Mais, enfin, agence, là, on l'a automatisé. Et je serais allé prendre du cash comme ça en closant, je pense, en yearly, tu vois, ou enfin en Mm. essayant quand même de prendre du yearly pour aller coffrer 5-10K de côté. Enfin là, en l'occurrence, tu vois, en termes de budget création du SaaS, on n'est pas sur des budgets à 50-100 000, tu vois, on est plus sur du 5, 7, enfin, tu vois. Ça reste OK. C'est raisonnable. Ouais, c'est raisonnable, mais je pense que tu vois, j'aurais fait un peu un modèle d'agence, j'aurais fait un MVP avec Cloud Code, ou alors je Mhm. l'aurais géré à la main, j'aurais fait rentrer du cash comme ça. Et après, derrière, j'aurais utilisé ce cash pour déjà, alors ça dépend, si j'étais dans le salariat, pour sortir du salariat, pour avoir plus de temps, pour scaler un peu à la mano, et même peut-être, tu vois, pour tout gérer en interne et pas faire un SaaS, et avoir en fait un modèle d'agence productisé avec un SaaS interne qui tourne sous Cloud Code et peut-être un assistant qui gère des trucs, tu vois. Jusqu'à peut-être avoir des sous pour faire un SaaS ou peu importe, un truc plus propre. Mhm. En fait, ça dépend vraiment des moyens en fait à la disposition, tu vois. Et, euh, et du coup, ou alors derrière, ouais, dès que j'aurais coffré, là en l'occurrence, bon, il y avait un coût de développement assez faible à 5K, bah hop, j'aurais mis un dev dessus. Après, en l'occurrence, aussi, le dev, c'était quelqu'un de mon réseau. Donc, bon, là aussi, bon, c'est un peu biaisé parce que j'ai pu campagne de mes business précédents, des gens que j'avais rencontrés avant, etc., pour aller plus vite. Donc, je pense vraiment que, tu vois, il n'y a pas une réponse unique. Ça dépend vraiment de la situation de chaque personne. Pour ça aussi que des fois, j'ai un peu de mal avec les conseils sur Internet. Tu vois, sur les vidéos YouTube où on dit fais ça, fais ça, fais ça. Ouais, mais en fait, ça dépend. Genre, c'est pas personnalisé, tu vois. Et, euh, et voilà. Mm. Ouais. Ok. Ok, je vois. Ouais, en fait, c'est le côté pas personnalisé. Euh,
qui fait que les gens vont suivre le conseil et puis au final se perdre encore plus. Bah, en plus, le truc, c'est que tu vois, t'en as qui vont te dire ouais, pour ton SaaS, prends un dev, ou enfin, je sais pas, utilise tel truc, fais tel machin. Et en fait, après, t'as tellement de conseils que les conseils ils deviennent contradictoires. En fait, la Oui. vraie réponse, surtout, même, enfin, même beaucoup en marketing, c'est beaucoup ça. La vraie réponse, c'est souvent ça dépend, tu vois. Genre, des fois, si je parle d'un tunnel de vente, on va me dire ouais, est-ce qu'il faut mettre le bouton en rouge ou en bleu? Bon, c'est une question de merde, mais c'est pour montrer l'exemple, tu Oui, mais vois. c'est un exemple. La vraie réponse, c'est ça dépend, tu vois. Peut-être Ça que dépend du pour moi, le client, ça bouton en rouge, dépend. ça a mieux marché, et peut-être que pour toi, le bouton en bleu, ça a mieux marché. Donc, Hmm. et alors des fois même, tu peux pas le savoir sans tester aussi, tu vois. Donc, Il y a des basiques au sens où les couleurs, par exemple, bah, ça représente telle ou telle chose, on va dire. ouais. Il y a Après, ces ça dépend. Ouais, basiques-là, il y en a un le plus les couleurs, émotionnel c'était ou un peu pas. l'exemple pour montrer. Hmm. Mais après, on n'est pas tous pareils, on va dire. On n'est pas tous pareils, c'est Bah, vrai. c'est comme les gens qui me disent ouais, VSL ou webinaire, bah ça dépend. Si jamais t'aimes bien Oui, parler en live, webinaire, c'est bien, mais si jamais t'es timide et que t'oses à peine regarder ta caméra, VSL, tu vois. voilà. Même VSL, ça va être compliqué, tu vois, voire même peut-être autre chose, genre page de vente, peu importe, tu vois. Mais ouais. Je voulais te demander un peu au niveau du produit. Ouais. Est-ce que tu as des chiffres un peu sur ce que ça change au niveau du taux de show-up, par exemple, des taux de conversion? Est-ce que tu as Ouais. des retours, des chiffres à peu près? Carrément. Bah écoute, alors les retours que j'ai, c'est les discussions que j'ai eues avec des users ou des agences. Globalement, Ouais, en moyenne, on permet de gagner. Alors en fait, ça dépend vraiment des niches. Là aussi, tu vois, la vraie réponse, c'est ça dépend. Mais des retours que j'ai eus, c'est entre 5 et 10% de taux de show-up, le fait d'ajouter un groupe WhatsApp. ok. Donc, en gros, enfin moi, j'ai même déjà entendu des challenges où il y avait des dépenses publicitaires à plus de 100 000 euros qui disaient de passer, tu vois, de 30 à 40% de show-up en utilisant des groupes WhatsApp. Pas spécialement groupe pilot, juste des groupes WhatsApp en général. Le truc, c'est que nous, on va principalement chercher des gens qui ont déjà des groupes WhatsApp, mais en fait, la gestion, c'est un bordel, tu vois. En fait, nous, on a pas tant que ça, en fait, la KPI WhatsApp. On le fait un petit peu parce qu'on a des petites features en plus, tu vois, que les Mhm. gens peuvent pas faire à la mano. Genre, on a mis une feature, en gros, sur WhatsApp, quand on envoie un message dans un groupe, ça fait un arrobase all, donc tout le monde est mentionné. Donc, en fait, même les gens qui ont coupé les notifications du groupe, ils ont la notification, et en plus, ils voient qu'ils ont été mentionnés, machin. Mais en fait, quand ils ouvrent le message, il n'y a pas de arrobase all. Et le message n'a pas été Ah, modifié, tu vois. Bon, ça, ok. j'expliquerai pas comment on a fait, c'est un petit truc de C'est pas philo. des personnalisations, on peut, en final. Enfin, En fait, c'est pas ils sentent que personnalisation, c'est c'est que juste que pour tu eux. vas rentrer dans la tête du mec en mode, genre, Mm. en fait, je sais que sur WhatsApp, moi, genre, les groupes, des fois, je regarde jamais. Mais si je suis mentionné dans le Mhm. groupe, je vais regarder ce qui se passe, tu vois. Ouais, Et en voilà fait, ça. souvent, les groupes de En mode. webinaires et challenge, c'est vrai que t'en as qui sont en mode, ouais, machin, enfin, c'est bon, le mec, il m'a envoyé 20 messages, je regarde plus, je mute le groupe et puis il va se faire voir, tu vois. Et là, Ouais. boum, la personne, elle est mentionnée, waouh, il a parlé de moi, tu vois. Et je crois que dans les communautés, tu peux pas arrobase all en plus. Parce que nous, la manière dont on l'a fait, en fait, ça mentionne chaque personne, mais elle peut pas le voir dans le message. Enfin, c'est une petite filouterie. Mais du coup, Ok. ça, tu peux pas le faire à la main, en fait. Parce que c'est-à-dire que même si tu savais comment on a fait, en fait, c'est-à-dire que tu dois envoyer en mentionnant chaque personne une par une, sachant que tu as 600 personnes dans ton groupe. Impossible, tu vois. Impossible. Donc, nous, c'est comme ça Ouais, qu'on c'est a fait ça. la Ok. petite filouterie aussi. Et tu vois, ça, c'est le genre de petite feature aussi qui fait que même des users qui sont là en mode bah ouais, mais en fait, ton produit va pas m'apporter de conversion en plus ou d'argent en plus. En fait, tu vas juste gagner beaucoup de temps, beaucoup de charge mentale sur la gestion de tes groupes WhatsApp, voire 500 euros par mois le coût d'une assistante. Là, ça peut être un intérêt économique. Mm. En fait, si tu as quand même des petites features avec un intérêt économique, tu vois. Genre, il y a ça. Là, on va rajouter un système aussi pour remonter sur ton CRM quels leads sont rentrés dans le groupe. Pour que par exemple, sur les mails que tu envoies dans ta séquence mail avant ton webinaire, bah, tu puisses envoyer des mails différents à ceux qui sont dans le groupe ou pas. Par exemple, ceux qui sont pas dedans, tu vas les pousser vers le groupe, les autres, tu vas leur dire autre chose. Donc, ouais, bah après, ça, c'est plus la vision produit, c'est plus les retours aussi des users et les idées qu'on a eues et ce qu'on a pompé un peu aussi chez le seul concurrent qu'on a. On a vu un peu ce qu'ils faisaient, qu'est-ce qui était intéressant, qu'est-ce qui servait à rien aussi, parce que eux, genre, ils ont 10 000 features, il y en a plein qui servent à rien, tu vois. Et les fameux Portugais, enfin les Brésiliens. Et, euh, et du coup, voilà quoi. Je sais plus, est-ce que j'ai dévié de la question ou pas? Ouais, non, c'est très bien, t'inquiète, t'inquiète. Moi, je voulais te demander un petit peu, du coup, là, quand t'as des retours clients, ça se passe comment? Quand t'as des avis, t'échanges avec eux sur WhatsApp, du coup? Ouais, alors moi je suis très très WhatsApp dans ma gestion. Ouais. Je pense que c'est pas toujours une bonne chose d'ailleurs. Je pense que là aussi ça dépend de chacun. Moi le truc c'est que j'ai un produit que je distribue en fait beaucoup via réseau, via bouche à oreille, via affiliation. Et en fait aussi, ça c'est un truc, au début je pensais que mon avatar serait les gens qui feraient des webinaires. Mais en fait la vérité c'est que tous les gens qui font des webinaires et qui font plus de 10 000 euros par mois, en tout cas 90% d'entre eux, ils ont des freelances ou des agences derrière. Et en fait, du coup, Ok. c'est le décisionnaire de prendre le truc. Bon, in fine, ça reste plus ou moins le client ou pas, parce que des fois, c'est les agences qui payent les licences.
Mais en fait, la personne qui va dire, ah, mais c'est bien en fait d'utiliser ça, ça va être l'agence ou le freelance qui est derrière et qui gère le marketing. Donc en fait, déjà au début, je m'étais un peu trompé sur la ICP, c'était pas tout à fait juste, mais en fait, bon, ça va parce qu'en termes de problématiques, etc., c'était bon, c'était juste sur pas le demographics, mais la personne exacte, tu vois, ciblée, c'était Mhm. plus l'agence que l'infopreneur en tant que Celui tel. qui paye, quoi, au final. Celui qui Ça a dépend, besoin de mon achat. des fois c'est l'infopreneur qui paye, Ah, parce ok. que l'agence lui dit vas-y prends cet outil-là, tu en as besoin. Mais, Ok. du coup, en fait, il y avait ça. Et en fait, moi, tu vois, comme je marche énormément du coup par bouche à oreille, entre guillemets, parce que je connais énormément d'agences, et en fait, ces agences me recommandent à d'autres agences. Et en fait, en plus, une agence, tu vois, ça peut prendre. Voilà, j'ai une agence qui a pris 3 licences d'un coup, tu vois. Boum, ça fait 3 numéros, et du coup, tu vas beaucoup plus vite. Ça me fait Donc, 3 penser d'ailleurs. licences à 100 balles, quoi, par exemple, ça. Ouais, à 100 balles. Après, des fois, quand il y a Ok. beaucoup, beaucoup de volume, on peut faire des petits discounts aussi. Après, pas trop non plus, Mhm. parce que comme on est sur un petit marché, bah, faut pas qu'on dégomme notre potentiel de revenus, tu vois. Mais, Mhm. Bien sûr. et puis aussi parce que bah, par rapport à une VA, ça leur économise déjà 80% de budget pour un travail qui est mieux fait, parce qu'il n'y a aucun bug, aucun message qui est oublié, aucune erreur, tu vois. Donc ouais. Bah du coup ouais dans mon cas presque full WhatsApp parce qu'en fait les clients c'est souvent de la mise en relation où en fait on me met dans un groupe WhatsApp tu vois genre je sais pas j'ai un pote qui a telle agence qui est freelance pour telle personne en fait Mhm. il connaît machin du coup boum il met un groupe WhatsApp de mise en relation après je parle à la personne sur WhatsApp je lui envoie un meet je lui fais une démo produit ok il aime pas enfin souvent ils aiment bien mais des fois même s'ils aiment bien ils achètent pas justement et parce que timing, parce que le produit est nouveau, donc justement ils n'ont pas encore confiance dans le produit ou des choses comme ça. Et, Ok. euh, et après derrière, bon, pour ceux qui achètent, de toute façon, voilà, sur WhatsApp, même quand il y a des updates, je vais les voir, je leur dis machin et tout, enfin où t'en es. Ça c'est bien parce qu'on est dans un petit marché où tout le monde se connaît plus ou moins et où ça peut aller assez vite avec WhatsApp et où quand tu as vraiment une très forte relation avec tes premiers users aussi, ils vont te recommander. Et donc en fait tu vas exploser rapidement et créer des partenariats aussi, tu vois. Là, par exemple, on a eu Jean Lander comme client sur le groupe Pilot. Enfin, Mhm. pas lui directement, du coup, c'était avec son agence. Donc, j'ai eu sa CEO et tout en call. Peut-être que ça débouchera aussi sur un partenariat avec eux. Et enfin, pour ceux qui savent pas, c'est la plus grosse, ou une des top 3 plus grosses agences de Webiz en France. Je sais pas si on est en une deuxième, enfin, je sais pas si vraiment il y a un classement, tu vois, premier, deuxième, troisième. Mais Mais c'est vrai que t'en as quand on quand pense même. à agence webinaire, enfin, en tout cas webinaire, on pense à Jean Ouais, Lander, bah, il ouais. y a lui, il y a Emile, et après, il y a deux, trois autres gars, mais il y en a pas 36, quoi. Mhm. Donc, ouais. Lui, surtout, il a une énorme audience de personnes qui font des webis et tout sur son programme. Et, Ok. enfin, bon, c'est un exemple, mais tu vois, ça peut être avec d'autres communautés d'infopreneurs ou peu importe, où il y en a pas mal qui peuvent faire des webinaires. Parce que tu vois, aujourd'hui, bon, là, je t'ai dit, il y a peut-être 300 personnes, tu vois, qui sont notre cible en France. Ça, c'est quand je regarde le marché Meta Ads, donc les gens qui spendent sur Meta, parce que Mhm. je traque un peu avec Whoscale. Et, mais en fait, je pense qu'il y a un peu plus avec l'organique, sauf que eux, c'est plus des trucs ponctuels, et Google Ads à côté aussi, tu vois. Ok, donc il y a Même si peut-être encore un peu plus de monde je pense, ouais, à le vrai utiliser. taille de marché, c'est plus peut-être 500, tu vois, en France. 500 Mhm. personnes. Mhm. Et du coup, je voulais te demander comment est-ce que tu vas aller faire pour conquérir justement ces personnes à l'étranger. Alors, Euh, ouais, l'internationalisation, bon sujet. Bon sujet, ouais, sachant que du coup, pour l'instant, t'es full réseau en France, enfin, t'as déjà, t'es- ouais. t'es déjà assez connu, etc. en France. Comment est-ce que tu vas faire? Alors, deux solutions, ou trois même. Enfin, en fait, il y a plusieurs solutions. Déjà, à partir de là, tu vois, je me pose devant le problème, je me dis, ok, bon, le problème, c'est quoi? C'est qu'il faut acquérir du client à l'étranger. En France, bah, même en France, hein, ça pourrait être la même problématique. En France, ça va parce que j'ai déjà un pouvoir de distribution, mais si j'en avais pas, comment je devrais faire, tu vois? Bon, en l'occurrence, ça dépend aussi de ton marché. Par exemple, tu vois, quelqu'un qui, moi, aujourd'hui, veut venir me concurrencer avec le même produit, peu importe. Genre, je vais lui rouler dessus parce que j'ai beaucoup plus de trust, j'ai fait plus de 2 millions en webinaire, etc. Donc, ça dépend de la Mm. concurrence aussi, tu vois. Mais, Ok. donc, ça dépend de la concurrence. Bon, ça peut dépendre du produit aussi. Enfin, c'est pour ça que c'est toujours très spécifique, en fait, à la situation. Mais tu vois, je reprendrai tous les canaux d'acquisition qui existent. Donc, il y a quoi? Il y a la prospection, il y a le paid ads, il y a l'organique, Mhm. et il y a les partenariats slash le referral. Et Ouais. donc, à partir de là, est-ce que j'ai moyen d'aller trouver une liste de toutes les personnes qui sont ma cible et de les prospecter? Aujourd'hui, avec l'IA, je peux prospecter dans toutes les langues. Il faut juste avoir un produit qui est traduit. Mais bon, ça va. Même avec l'IA,
Tu vois, bon, autant l'IA va peut-être pas développer ton SaaS, mais l'IA va peut-être traduire ton SaaS, tu vois. Bon, je suis pas développeur, mais je pense que sur ce genre de truc, c'est pas trop sensible. Enfin, ça va, tu vois. C'est Ouais, pas. en cherchant un peu, Aujourd'hui, ça peut se faire. ouais, voilà. Ou au pire, tu t'en fous, tu vois, tu fais plusieurs SaaS, un par palier. Enfin, je sais pas, c'est Ouais, pas il y a des solutions. il y a des solutions, tu vois. C'est pas très compliqué d'internationaliser la langue. Donc, si jamais tu as moyen d'avoir la liste de toutes tes cibles, notamment sur du B2B, hein, je sais pas, tu as un SaaS demain qui vise les artisans, par exemple, Mhm. je sais pas, les portiers, bah, en fait, tu vas chercher, tu vas scraper les annuaires de portiers, machin, et tu peux prospecter. Tu peux cold email aussi, hein, ça peut être téléphone, cold email, reach out, DM, etc. Paid ads, ça dépend. Est-ce que ton produit est suffisamment cher? Est-ce que tu peux closer de l'ARR aussi? En fait, le pay ads, c'est le canal le plus dur, mais quand tu le maîtrises, c'est celui qui te fait le scale vraiment le plus fort. C'est-à-dire que moi, tu vois, aujourd'hui, sur mes webis, avec mes clients, on fait que du paid ads et Mhm. on tourne à 170 000 euros par mois sur une cliente, alors qu'il y a zéro organique, tu vois. Elle a 3000 Ah abonnés ouais, sur Insta, c'est 3000 abonnés qui sont venus des ads, tu vois. ah ouais, la Elle vache. fait des réels, il y a 600 vues et tout, tu vois. Et en fait, tout vient du paid ads parce qu'en fait, on est très bon en paid ads, on master le Mhm. paid ads, donc on peut énormément scaler en paid ads. Sur le marché français, qui fait 170 000 euros par mois juste en organique, à part les coachs de coach, qui apprennent à vendre en organique, tu vois. Personne. Personne. Alors, ok, t'as Un Mathieu coach de Chloé, t'as Hans, coach. etc. Bah, en fait, eux, c'est des coachs de coach. Donc, in fine, ça marche pour les coachs de coach, mais Mhm. pour ceux qui sont pas coachs de coach, et encore, même eux, ils commencent à faire des ads ou ils font des ads, tu vois. Mhm. Donc, c'est le marché, enfin, le paid ad, c'est le canal le plus dur, mais si tu le master, c'est le canal qui peut te faire exploser en termes de scaling. Genre, vraiment, c'est Oui, parce abusé. qu'en soi, tu crées la pub et après, j'abuse un peu, hein, mais t'as juste à payer, entre guillemets, et ça Ouais. part, quoi. Enfin, Bah, j'abuse, mais tu c'est. rentres 1 euro, t'en sors 4. Ou 3, ou peu importe, tu vois. Enfin, si t'en sors plus que un, en fait, t'es rentable, donc tu peux remettre en pub, et machin, et machin. Mhm. Et comme t'es sur de l'abonnement, si t'arrives à garder un bon churn, c'est-à-dire que même si à l'instant T, t'acquiers ton lead au break-even, bah, en fait, déjà, Ah tu oui. augmentes la valorisation de ton SaaS, et derrière, bah, dans un an, ou enfin, à condition de ne pas avoir un churn éclaté, bien sûr, tu vois, ça campagne, tu vois, t'as ton MRR qui Mhm. grossit, etc. Mhm. Par contre, quand tu fais ça, faut vraiment avoir une gestion très carrée de ta trésor. Bon, moi, dans mon cas, ça va parce que dans tous les cas, peut-être que je ferai du paid ads dessus, mais ce sera un peu de budget par rapport à toute ma boîte. Et donc, la trésor, je peux l'absorber, tu vois, parce que j'ai de Ouais. côté. Mais quelqu'un qui ferait que un SaaS, là, faut faire gaffe parce que tu as les payouts de Stripe qui sont à 7 jours. Si c'est une application mobile, parce que moi, j'ai des potes, ils vendent une appli mobile, tu vois, donc iOS, Android, machin. Le payout sur Apple, c'est 3 mois, je crois, hein. C'est comme Ah ça. ouais? Donc, eux, en fait, ils doivent payer de la pub pour l'argent qu'ils auront dans 3 mois. tu vois. Ah ouais? Ah, je sais Ouais, pas. Ok. donc c'est chaud, tu vois, c'est vraiment chaud. Je sais que eux, par exemple, ils avaient eu des galères de trésor et c'est ça qui les avait empêchés de scaler, notamment en ads, tu vois. Mhm. Donc, tu vois, la prospection, tu vends ton temps. Donc, au début, bon, t'as pas grand-chose à perdre. Après, si tu payes des gens, faut s'y retrouver. Paid ads, bah, en fait, quand tu as un produit, un product market fit qui est vraiment validé et que tu arrives à closer de l'annuel aussi pour avoir quand même de la trésor qui rentre tout de suite, tu vois. Voilà, globalement, tu peux attaquer du paid ads. Après, ce qui se fait très bien en paid ads aussi, même sur des petits budgets, ça va être du retargeting, tu vois. Ou ouais, du Google Ads sur les noms de tes concurrents, des trucs comme ça. Mais vraiment, quand tu vas sur du Meta, par exemple, ou des choses comme ça, où tu vas aller, entre guillemets, faire de la ads outbound, donc tu vas chercher des gens, tu vois, qui sont en train de scroller. Là, c'est plus. Ouais, faut vraiment être. Voilà. Quand tu es sur de l'intentionniste, genre du Google Ads, ça va être comme du SEO, la personne elle a tapé les mots-clés, enfin, il y a quand même de l'intentionnalité. Là, tu peux, avec des petits budgets, aller quand même chercher. Ou alors sur Meta, du retargeting, pour aller choper les gens qui ont peut-être vu ton site via d'autres canaux et qui n'ont pas encore acheté ou quoi. Tu peux retargeter sur du call ou peu importe. Euh, Ok. Ensuite, tu as l'organique. L'organique, c'est bien si tu aimes bien faire du contenu sur les réseaux. Et Mhm. bon, moi, je vais pas parler trop d'organique parce que c'est pas ma spécialité. Je n'arrive pas à poster tous les jours. Donc, Ou c'est pas faire des pour moi. campagnes de clipping, peut-être, dans ce cas-là. En B2C, oui. En fait, le clipping, c'est bien quand tu as un marché qui est très large. En B2B, compliqué. En Genre, moi, B2B, tu vois, ouais, pour un peu gros moins. pilot, ça marcherait pas. Ouais. Mais tu vois, encore une fois, on revient au ça dépend. Genre, les politiques, à mon avis, pour la campagne de 2027, vont mettre à fond sur le clipping. Et je connais bien le sujet parce que la formation que je vendais en début d'année, c'était comment devenir clipper. J'avais Ok. payé entre guillemets un pote pour qu'il me fasse des modules de formation, donc un pote qui est très chaud sur le clipping. Et Ouais. derrière, j'avais un partenariat, il avait une agence de clipping, j'envoyais tous les clients dans son agence. Donc en plus, les gars, ils arrivaient, ils avaient une mission directe, etc. Donc ça nourrissait le marketing. Dans l'idée, c'était pas mal. Après, il a commencé à me gueuler un peu dessus parce qu'il me disait que les clippers qu'on rentrait, c'était. Alors, ils s'appliquaient, mais c'était pas toujours ceux qui allaient genre, le mieux performer, tu vois. Et du coup, bon, c'est pour ça qu'après, on n'a pas arrêté le partenariat. Mais moi, de toute façon, comme j'ai arrêté mon infoproduit, ça s'est bien arrangé. Mhm. Mais du coup, ouais.
En gros, donc le clipping, ça peut être une strat, ouais, pour booster de l'organique, mais ça c'est Donc bien pas si tu as pour faire vraiment un forcément. SaaS à mass market. Tu vois, demain, Ouais. je sais pas, si je prends un SaaS comme ce Magic, tu vois, qui fait des sous-titres, bon, la cible Mhm. c'est tous les créateurs de contenu, c'est énorme comme Mhm. cible, et c'est aussi tous les wannabes, hein, créateurs de contenu avec. Bah ok, là, bah, en fait, tu peux prendre un gourou, faire du clipping et ça marche bien. Bon, si on part du principe que Kik c'est un SaaS, même si tu vois, bon, qu'est-ce qui est SaaS, qu'est-ce qui ne l'est pas, c'est pas du tout les mêmes modèles, mais bon, ça reste un software, tu vois. Kik, bah ouais, faire du clipping avec des claviculars et tout, c'est intéressant. Bon, après, eux, c'est aussi parce qu'il y a. Bref, si je dis ça, ça va faire sauter ta chaîne. Mais mais En privé. il y a des histoires de. Bon, bref. Bon, voilà. Euh, donc, tu vois, sur vraiment du SaaS mass market, le clipping, ça peut être intéressant. C'est intéressant pour les infopreneurs aussi. C'est intéressant pour les. Comment dire? Les politiques, je pense qu'ils vont s'y mettre Mhm. beaucoup, beaucoup plus sur les campagnes 2027. J'ai des potes qui ont des agences de clipping, je peux pas dire les noms et tout, mais ils sont contactés par des candidats himself ou herself Ah ouais? Donc pas, aux enfin, élections présidentielles. Ouais, donc pas directement. forcément connus du coup? Des candidats pas forcément connus? Ouais, ouais, c'est vraiment des gros candidats, ouais. Genre dans le quatuor des favoris, quoi, on va dire. Ok, ok, ok. Très bien, très Mais bien. en vrai, ça tu peux le Ils ont laisser. Mais raison, hein. tu vois déjà Bardella, pourquoi il a scoré comme il a scoré aux européennes, c'est aussi grâce au clipping, tu vois. Et en fait, il payait même pas de clipper, hein. C'était genre les gens ils repartageaient parce que ça faisait de la TikTok money, parce que ça faisait des vues, parce que derrière ils allaient vendre des produits, genre soi-disant pour soutenir les Français ou je sais pas quoi. Et en fait, comme il est très clivant, bah ça marche bien en termes de vues et tout. Et donc après, il fait plein d'impressions et après tu rentres dans la tête des gens et tout. Donc ouais, ça peut marcher, mais ça peut marcher sur du SaaS qui est très mass market, tu Ouais. vois. Mass market et Donc peut-être plus B2C parfois, en tout cas. ouais, même B2B, tu vois. Si tu as un SaaS B2B, mais qui cible une cible qui. Enfin, il y a quand même 4 millions d'entreprises, tu vois, en France, Hmm. en comptant les micro-entrepreneurs. Tu vois, demain, tu as un SaaS comptable, bah ouais, tu peux faire du clipping, tu vois. Pourtant, c'est du B2B. Hmm. Enfin, après, c'est du B2B, tout. Enfin, t'en Mais as, c'est une c'est des. stratégie qui est à la base pour X catégorie qui peut s'appliquer dans une autre catégorie et du coup ça fait un côté un peu Ouais, ça innovant s'applique à tout effectivement. ce qui est mass market. Mais tu vois, sur le groupe Pilot, on a une taille de marché toute petite, peut-être de 500 Hmm. personnes en France. Bah, en fait, non. Enfin, on va cramer de l'argent pour rien. Et en Hmm. fait, on a plus vite fait. Enfin, moi, j'ai plus vite fait d'aller leverage mon réseau. Tu vois, là, sur les 500 personnes, dans mon WhatsApp, je peux en avoir 100, tu vois, déjà. Et en fait, ces 100-là, si je leur demande à tous de me partager aux gens qui connaissent, je peux avoir les 500, ou peut-être aller 400, 450, tu vois. Donc ouais, est-ce que j'ai besoin d'aller dépenser 10 Ok. 000 balles en clipping? Peut-être pas. Tu vois, autant les dépenser en ads à ce niveau-là. Autant Hmm. aller faire un truc très précis, très target, un peu de paid ads, peut-être un peu d'organique sur YouTube aussi, sur les bons mots-clés, tu vois. Et après, moi, du coup, c'est le dernier levier, c'est celui que j'utilise beaucoup pour l'instant. Le seul truc, c'est que du coup, il est quand même un peu lent. Enfin, lent. Genre, la plupart des SaaS font 0 euros, donc on peut se dire que faire 500, entre 500 et 1000 de MRR en 2 3 semaines, c'est bien. Mais bon, c'est pas non plus un SaaS qui fait 100 000 euros par mois. Mhm. Et je sais que, bon, voilà, pour beaucoup de personnes, si je leur dis de faire juste du bouche à oreille, ils vont être capés, tu vois. Donc, encore une fois, ça dépend de la situation. Mais en gros, c'est referral, donc c'est affiliation. Mhm. Et bouche à oreille réseau, tu vois. Donc, bon, bien sûr, pour ça, il faut avoir un bon produit. Mais de toute façon, pour avoir un SaaS, il faut avoir un bon produit dans tous les cas, parce que sinon, les gens, ils churnent. Et, Ouais. euh, et en fait, c'est ça qui est dur aussi avec les SaaS, c'est que si tu as de la compétition, en fait, bah, tu auras toujours le concurrent qui va faire mieux, puis toi, tu refais mieux, puis machin. Et ça compete, mais bon, tu as du churn, quoi. Et c'est pour ça qu'il faut arriver à se différencier. Je trouve que c'est un sujet qui pourrait être intéressant, mais ça demandera un podcast entier. Mais du coup, bah, sur quoi j'irai? Je regarderai ma situation. Est-ce que j'ai envie de faire du contenu? Est-ce que je suis bon en paid ads? Est-ce que Mhm. je peux récupérer des listes de prospects qui sont dans mon avatar? Et est-ce que j'ai du réseau que je peux activer? Sachant que l'affiliation, c'est un levier de boost, mais c'est rarement ce qui va te lancer dès le début et te faire tes premiers sous, tu vois. Ça va plus être ton réseau. Ça Alors après, vient au milieu quoi. Ça arrive au milieu on va dire de la courbe. ça arrive quand tu as des users qui ont des audiences qui peuvent, voilà, qui peuvent partager, tu vois. Mais Hmm. du coup, bah, moi, dans mon cas, tu vois, genre organique, vas-y, c'est pas fait pour moi, tu vois. Allez, c'est vrai, je fais un peu de YouTube, parce que YouTube, t'es pas obligé de poster tous les jours de machin, tu vois. Je Hmm. fais un petit peu de YouTube, C'est donc long bon, terme. Donc, au final plus une long fois que c'est terme. posé, bah J'ai c'est déjà eu posé, des bah ça clients, reste hein. Le toujours. premier client groupe Pilot, il est venu de YouTube. Ah ouais?
Ouais, il est tombé sur ma chaîne. C'était même pas une vidéo qui parlait de Groupe Pilot, c'est juste un podcast où je parlais du fait que j'avais créé Groupe Pilot. Et en fait, ouais, il avait Ok. rejoint comme ça. Après, j'ai eu, bah, forcément, j'ai eu mes clients d'agence qui ont rejoint. Donc c'est bon, ça a un peu boosté. Enfin, j'ai une cliente d'agence qui a utilisé pour l'instant, parce que j'ai plus qu'une grosse cliente en ce moment et plus une deuxième là que j'ai pris, mais que sur du media buy. Mhm. Euh, donc du coup, bon, ça a pas vraiment boosté. Enfin, ça a pas vraiment boosté. Oui, c'est une licence en plus, tu vois, mais on peut pas dire que le MRR il est fait parce que j'ai vendu à mes clients d'agence. Et après, le reste, c'est ouais, bouche à oreille, réseau. Sur tout le reste. Ok. Mais tu vois, bon, je sais que l'organique, ça peut marcher. Que bon, pourquoi pas, hein, avoir quelques vidéos YouTube et tout, ça fait de la présence en ligne, c'est cool. En ciblant des sujets intentionnistes, tu vois, avec un objectif de plus de SEO ou alors de recommandations utiles, parce que tu vois, l'algo de YouTube, bah, si un jour un mec devient infopreneur, commence à faire des webinaires et tout, en fait, bon, même si c'est 3 mois après, ça va popper, même sans qu'il tape le mot, ça va peut-être popper dans son feed, tu vois. Et il va dire, ah, intéressant et tout. Donc ça, c'est Mhm. intéressant, c'est des grosses pierres, entre guillemets, que tu peux poser au début et qui vont compound sur toute la durée de vie de l'outil. Mais après, là, ce qui nous fait du cash rapide, c'est du coup le réseau. Et je pense le prochain truc, ça va être la prospection. Parce que là, aujourd'hui, on a Ouskel Lotayo, bon, c'est pas sponsorisé par eux, mais c'est un produit que j'aime bien, qui liste en fait tous les infopreneurs qui font de l'argent en ads. Et du coup, bah, je peux directement aller prendre en gros tous les funnels webinaires, par exemple, qui existent, et envoyer un assistant à moi ou le faire moi-même. Parce que moi, bon, l'idée, je pensais le faire sur Insta, mais peut-être que ce sera par mail aussi. Après, bon, je suis pas l'expert en prospection, je vais pas donner des conseils dessus. J'irai plutôt voir des potes à moi qui sont bons là-dedans pour leur demander quoi faire. Mais, euh, Ok, tu mais sers du d'un coup, ouais, outil SaaS pour justement aller récupérer les infos de ouais. tes Bah, futurs j'ai pas clients les mails, tu vois, mais ça, bon, ça se pour les récupère, tu trouver. vois. Ça se récupère. Ouais, tout se Et fait. pareil, je peux reach out Insta, tu vois. En fait, j'ai vraiment la liste de toutes les personnes Mm. et je sais quel chiffre, tu vois. Donc, je sais que c'est mes ICP. Donc, probablement qu'on ira faire une campagne de prospection sur tout le marché. Alors, je dis pas qu'on va transformer énormément, mais en fait, bon, ça peut toujours choper des clients en plus. Et c'est des clients qui eux-mêmes peuvent recommander à d'autres personnes. Mais là, pour l'instant, tu vois, les next steps, ça va être, je pense, d'augmenter la confiance des gens envers le produit, parce que bah, montrer qu'on n'est plus un outil en démo, plus mettre en avant que voilà, on a vraiment des clients qui l'utilisent, qu'il n'y a pas de bug, que ça marche bien, Mm. etc. Montrer des avis. Voilà, peut-être un partenariat aussi, parce que là, une objection qu'on a, c'est la solidité des numéros. Est-ce que mon numéro va se faire ban ou pas? Peut-être un partenariat bientôt avec une boîte qui chauffe des numéros WhatsApp et qui peut fournir des numéros plus solides, on va dire, pour casser cette objection-là qui revient quand même, surtout sur les gros clients et sur les grosses agences qui, paradoxalement, du coup, peuvent rapporter le plus, parce qu'elles peuvent prendre genre 5-10 licences d'un coup, tu vois. Et après, une fois que ça c'est bon, en parallèle, tu vois, mais ouais, on va faire une campagne de prospection, on va choper un peu de clients, et après, on va essayer de pousser à fond les partenariats et le bouche à oreille, tu vois, là-dessus. Et après, une fois qu'il y aura 5-10 cas de MRR sur le marché français, je pense qu'on fera l'internationalisation. Et donc, pour répondre à ta question, après beaucoup d'explications sur les strates d'acquisition, mais je pense que ça pourrait intéresser ton audience, surtout s'ils débutent et qu'ils n'ont pas trop d'expérience encore Mhm. en acquisition dans les SaaS et tout. Ça va être, je pense, prospection du coup sur tous les infopreneurs qui font des webinaires. Là aussi, avec Wooskel, je vais prendre toute la liste. Et avec ceux qui répondent, si ça marche bien, si ça répond, on ira, je pense, faire des partenariats ou essayer d'infiltrer comme ça par bouche à oreille, voilà, Mm. expand. Quitte à payer des ambassadeurs, tu vois, ou leur donner des coms sur toutes les personnes qui ramènent, je sais pas, sur le marché espagnol, tu vois. Parce qu'à mon avis, comme c'est des marchés où il y a encore moins d'infopreneurs, ils se connaissent encore plus qu'en France. Ah Euh, ouais? donc, je Ah oui, pense. ok, plus c'est petit, plus du coup, ouais, ils peuvent se connaître. Plus c'est Ok. concentré, ouais. À mon avis, après, je sais Ouais, pas. J'ai pas la science infuse ouais, dessus, mais tester, tester. c'est ma théorie. Et si Mhm. ça marche pas, bah, on testera du paid ads avec des tout petits budgets, parce que nous, on a une toute petite cible. Mais genre peut-être 20 euros par jour, tu vois. Et si ça marche toujours pas, on essaiera d'aller faire des partenariats avec les SaaS que cet avatar-là utilise. C'est-à-dire que là, aujourd'hui, Ah ouais, c'est un bon truc aussi, comment augmenter la LTV de son SaaS dans un petit marché. Ça, c'est un bon tip que je vais pouvoir donner aussi. En gros, parfait. euh, nous, tu vois, on a des outils qui sont totalement complémentaires avec Group Pilot. Par exemple, on a un nouvel outil de webinaire qui s'appelle Welia. Enfin bref, il y a plusieurs types de SaaS. Là, on utilise un SaaS de tracking qui s'appelle DataHide aussi, qui est fait pour les infopreneurs. Et en fait, si tu veux, demain, alors j'ai pris Welia comme exemple, mais ça peut être eux ou un autre, peu importe. En fait, on a la même clientèle, des personnes qui font des webinaires, tu vois. Donc en fait, moi, j'ai tout intérêt à faire de l'affiliation vers eux et eux à faire de l'affiliation vers moi. On a vraiment les mêmes clients, tu vois.
Et donc, en fait, bah, on a littéralement les deux mêmes audiences. Et donc, en fait, tu doubles ton marketing. Tu vois, enfin, tu t'associes pas, mais quand tu fais un partenariat Mhm. avec une boîte qui a littéralement 100% de l'audience, c'est la même. C'est le même avatar. Tout pareil, tu vois. C'est les gens qui font des webinaires sur le C'est marché une vraie français, stratégie, ça. qui font déjà des webinaires. Et Mhm. donc ouais, et du coup, comment augmenter la LTV de ton SaaS? Bah, tes clients qui rentrent dans ton SaaS, tu peux leur vendre d'autres trucs. Fais-leur de l'affiliation vers des trucs complémentaires. Vends-leur du coaching, vends-leur même peut-être des produits physiques, j'en sais rien, tu vois, vends-leur des services. Mais en fait, le SaaS peut aussi être la porte d'entrée vers d'autres choses, tu vois. Mhm. Moi, en l'occurrence, tu vois, même pour du consulting, tu vois. Bon, après, ça dépend, parce que moi, si je vends à des agences, tu vois, qui sont déjà en place, qui savent déjà faire du marketing, c'est peut-être pas la cible qui va prendre une formation, un coaching. Consulting peut-être sur des sujets précis, peut-être done for you sur d'autres sujets précis si jamais plus tard on a un nouveau produit qu'on veut pousser. Mhm. Mais tu vois, j'ai plusieurs SaaS que je peux pousser. Parce que je sais qu'aujourd'hui, tu en as plein qui sont pas encore sur Welia, c'est un nouvel outil de webinaire, bah, je peux leur envoyer des clients. Et moi, je prends une com dessus. Je peux envoyer vers des tools de tracking, du Vairos, du DataHide, etc. Je peux envoyer vers même. Enfin, bref, tu vois, les possibilités, elles sont plus larges. Ce qui est qu'en fait, peut-être que Groupalot, il va être capé à 30, 40, 50 k par mois de MRR, mais qu'en fait, dessus, on va arriver à vendre d'autres choses aux clients, et donc aller chercher 90, 100 k de MRR, tu vois. Donc ça, c'est Mhm. possible aussi. Bon, bref, je me suis un peu Ok. écarté du sujet, mais c'était pour répondre à Non, ta non, mais c'est question. intéressant. Tu vends un premier projet et après, tu peux en vendre d'autres à la suite. Tu peux en vendre d'autres avec, grâce à cette première vente. Ok. Bah, ça, je pourrais partager ça un peu sur X, par exemple, à ceux qui suivent. Pouvoir décomposer ça en format thread ou des choses comme ça, ou un article. Ouais, c'est vraiment intéressant. En vrai, je pense que c'est des vrais sujets. C'est ce que j'essaie d'apporter dans ton podcast, c'est un peu un angle différent que ouais, on a Ouais. fait X de MRR. Enfin, après, je sais pas, j'ai pas regardé les autres épisodes, hein, donc je sais pas pour parler sur les autres personnes. Mais je parle de la plupart des podcasts, tu vois, qu'on voit sur Internet. Bah, C'est dire d'apporter comment, un angle quoi. différent, de montrer aux gens que, bah, en fait, ça dépend. Enfin, tu vois, genre, comment faire, ça va dépendre de eux et que c'est pas forcément parce qu'ils copient quelqu'un pour qui ça a marché que ça va marcher aussi. Et qu'il faut avoir du recul et qu'en fait, c'est bien d'accumuler plein de data, de voir voilà, ce que font les autres, tu vois pour après voir, ok, moi dans ma situation, bah, qu'est-ce que les autres ont fait et qu'est-ce qui pour moi est la meilleure décision à prendre, tu vois. C'est un peu comme Mm. si, genre, c'était la théorie des étoiles, tu vois, où chaque podcast, chaque contenu que tu vas consommer, ça va être une étoile. Et toi, en fait, Mm. tu vas les relier, faire les constellations au bon moment quand on a besoin, tu vois. Donc, Mm. ouais, c'est un peu ça. Donc, c'est Une pas vraie pour dire que les autres architecture. podcasts sont nuls, mais c'est juste pour essayer quand même de nuancer et de se dire que faut pas copier bêtement parce que un tel il a fait X, tu vois. Ouais, bien sûr, savoir adapter. Ok. Je vais te demander, on va parler un peu d'un sujet un peu plus fâcheux. La partie erreur. Est-ce que t'en as fait quelques-unes, que ce soit en Ouais. termes de budget ou autre, Ouais. Attends, de est-ce que tu temps, peux dire parce que ah non, dans du développement? ouais, niveau erreur, je pense qu'on n'a pas fait de grosses erreurs. Genre Ok. franchement, après on est quand même sur un SaaS qui est relativement light en termes de tech. Genre on n'a pas, enfin, genre c'est pas un truc très très compliqué en termes de produit, tu vois. Je Mhm. pense l'erreur numéro un, ça a été, mais c'est pas une erreur, c'est plus en termes d'attente. Je pensais que ça irait plus vite, pas forcément à développer, mais plus à choper plus de clients, à augmenter le MRR. Je pensais que ça irait Mhm. plus vite parce qu'il y a beaucoup de gens qui m'avaient dit qu'ils allaient acheter genre plus de 15, tu vois. Et là aujourd'hui, en gros, on a 7 clients, tu vois, payants. Plus nous, quoi, parce qu'on l'utilise aussi. Mais, et du coup, en gros, ouais, non, on en a 8 pardon, on en a 8. Ouais. Euh, Du coup, parce mentalement, c'est que, vrai que du coup, ça peut faire un petit effet au sens où t'attendais à avoir un peu plus, du coup, t'as un peu moins, ouais, non, malgré que le produit ah fonctionne merde, parce qu'on a bien. les double licences. Mais ouais, en fait, c'est ça. Je m'attendais à que ça aille plus vite parce que j'avais plus de personnes qui m'avaient dit oui, dès que tu sors ça, je le prends parce que c'est vraiment génial, tu vois. Hmm. Donc en fait, ouais, surestime. Des fois, on se surestime un peu trop. Surtout, tu vois, moi j'avais quand même déjà fait 2 millions en webinaire pour mes clients. Pas pour moi, hein, pour mes clients en agence. Mais en gros, du coup, j'avais peut-être un peu la confiance en mode, ouais, de toute façon, je connais, je vais arriver, je vais tout niquer. Même, tu vois, pareil, ouais, j'ai un gros réseau de distribution, ça va aller vite, tu vois. En fait, alors c'est bien, ça aide, mais des fois, ça prend quand même un peu de temps, tu vois. Et après, des fois, c'est juste une contrainte structurelle en mode. Bah, on peut pas le changer. Si l'objection des gens, c'est je veux attendre que le truc existe depuis 3 mois pour être sûr que, en gros, il n'y ait pas de bug. Bah, compliqué, tu vois. À part attendre 3 mois ou. Enfin, tu vois, tu peux faire une démo produit. Pardon. Tu peux faire une démo produit ou peu importe.
Enfin, si le client il reste borné dessus, bah, il reste borné dessus, tu vois. Bien Donc, sûr, bien ouais, sûr. un peu plus compliqué que prévu là-dessus. Mais après, sur les erreurs, non, en vrai, ça va. On n'a pas fait de grosses erreurs, moins que sur d'autres business que j'ai pu faire, ou ouais, pour lesquels. Non, en vrai, ça va. On n'a pas vraiment fait de grosses erreurs. Est-ce que quand tu vois là, tu te dis, bah, ça a pris un peu de temps, et du coup, c'est parce que tu avais confiance en soi, en le projet, en la distribution, etc. Ouais. Est-ce que à l'époque, quand tu t'étais lancé dans tes premiers projets, est-ce que tu te rappelles que ça avait pris du temps ou pas? Oui et non. En fait, mon premier projet, c'était aussi du software. Ouais. Sauf que c'était la valeur en soi n'était pas dans la partie technique. C'est-à-dire que moi, je suis pas développeur. J'ai pas développé en fait le software et j'avais même pas de développeur. En fait, j'avais utilisé un logiciel qui générait le logiciel. En fait, c'était une banque d'instruments virtuelle, si tu veux. Donc la valeur, en fait, elle était dans les instruments qui est dedans. Les synthés, les machins, tu vois. Et en gros, le produit m'avait pris quand même 3 mois à créer, donc c'est pas allé vite. Mais là aussi, distribution. Le jour même de sa sortie, en fait, genre, j'avais un de mes meilleurs potes à l'époque, qui était aussi un peu mon mentor, qui m'a poussé à me lancer sur Internet à l'époque, qui s'appelle Dario. Et en gros, lui de base, donc il avait une chaîne YouTube sur le beatmaking. Et en gros, bah, il a fait une vidéo sur le produit, genre le jour de la sortie. Et en gros, en une semaine, j'ai fait mes premiers 1000 balles sur Internet, tu vois. Hmm. Donc, sachant qu'à l'époque, Ça varie. au lycée, genre, j'étais comme un ouf. Oui, oui, Et, ok. en gros, bon, après, voilà, le truc, par contre, alors, ça a relativement marché dès le début, genre, ça a fait des premiers sous vite. Par contre, derrière, là où j'étais un peu con, c'est que j'étais un peu trop lent. Je pensais que ça allait un peu toujours tomber du ciel. Et du coup, derrière, pendant 1 an et demi, 2 ans, en fait, j'ai pas fait tant d'argent que ça parce que je faisais pas les bonnes actions, tu vois, et j'étais pas assez agressif pour aller choper des clients, choper des partenariats parce que je vendais que via affiliation, c'est vrai, sur ces trucs-là. En fait, c'était surtout des affiliés et tout. Euh, ouais, beaucoup aux US aussi, hein. Pas tant en France que ça, en fait, vraiment beaucoup aux US. Ah ouais? J'avais genre, ouais, 70% de la clientèle, c'était US. Et parce que, ouais, c'était un worldwide, tu vois, c'était un logiciel de son. Nous, sur Group Pilot, on pourra pas parce que, enfin, on pourra, mais ce sera plus compliqué le marché US parce que US, enfin, le marché nord-américain n'est pas trop WhatsApp. Les trois gros marchés WhatsApp, c'est vraiment genre Europe, Afrique et Latam. Donc, Ah ouais, donc la ouais, table, c'est je les savais trois ça, gros ok. marchés qu'on Ouais. pourra choper. Ah ouais, C'est ils sont plus quoi du coup US? Tu sais un peu US et comment ils font? iMessage. C'est iMessage, En ok. fait, si tu veux, pourquoi WhatsApp est moins présent aux US? Parce que iMessage est gratuit depuis 2002, je crois, ou 2004. Là où en France, en fait, les Ah gens oui. n'ont pas d'iPhone et donc les SMS coûtaient 2 centimes, tu vois, par SMS ou un truc comme ça. Du coup, les gens voulaient pas payer pour s'envoyer des SMS, donc ils utilisaient WhatsApp. Et Hmm. bah, une fois que c'est dans la culture et que tout le monde a le produit, en fait, tu vois, même quand tu as une bonne solution alternative qui arrive, bah, WhatsApp, ça reste un bon produit, tu vois, c'est une messagerie gratuite. Enfin, c'est une messagerie gratuite, quoi, tu vois. Donc en fait, les gens sont Ouais, restés c'est une dessus et habitude. c'est resté dans la culture. Parce que ça, tu vois, il y en a beaucoup. On dévie un peu, mais il y en a beaucoup, moi, qui viennent me voir, qui veulent montrer leur projet, etc. Euh, mais du coup, ils savent pas forcément. Des fois, ils lancent en anglais, des fois en français. Tu vois, t'en as beaucoup qui me disent c'est plus facile à vendre en anglais. Ça dépend de Donc, ton marché. voilà, on y revient à ce que tu as dit tout à l'heure. Du coup, c'est adapté à chaque cas. Hmm. Pour Moi, toi, j'avais une ouais, grosse distribution en France, j'ai commencé par la France, tu vois, ça aurait été débile d'aller en anglais et de commencer par le marché LATAM, ouais. et parce que aussi mon produit n'est pas adapté au marché américain. Mais donc c'est pour ça, tu Hmm. vois, pas généralité. Bah ouais, non, mais on revient à ce que tu as dit tout à l'heure. C'est ultra personnalisé, du coup, au final. Hmm. Ok. On va parler un peu en surface des outils que tu utilises pour la stack technique, juste en surface un petit peu. Tu utilises du coup WhatsApp, tu utilisé Wooskel aussi, c'est ça? Alors ouais, ça c'est pas pour la construction du produit, c'est plus on va l'utiliser pour prospecter, pour choper les Ouais, listes de clients qu'on va prospecter, tu vois. ouais, c'est ça, partie marketing. Bah, après, du coup, ça engrange un petit peu quelques Ouais. coûts, on va dire, là-dessus. Alors après, ouais, est-ce que ça a été fait en JavaScript, en Rust, en je sais pas quoi, ça je saurais pas te dire. Ça c'est mon dev. Je sais que je crois qu'on doit avoir Supabase comme base de données. Hmm, ok, Et je crois qu'on a dû l'héberger sur Vercel ou Netlify, un truc comme ça. Enfin, je sais pas exactement comment il a hébergé, honnêtement. ok. Euh, hum, donc ça, je saurais pas dire non plus. Après, on a un serveur sur Google Cloud. Hmm. Mais après, pourquoi on a choisi ça, pourquoi et tout ça, je saurais pas te le dire, honnêtement. Pas de souci, t'inquiète. Déjà, c'est clair, hein. Et cette partie dépendance un peu à tout ce qui est API de WhatsApp, est-ce que Ouais. ça te gêne un peu la nuit pour dormir, par exemple, ou...
Alors la nuit Ou pour ça dormir, va? non, parce que demain, mon SaaS meurt, j'ai toujours plusieurs business qui tournent. Ça me ferait Hmm. chier, tu vois, mais bon, voilà. Hmm. Euh, En fait, ouais, c'est une grosse contrainte, mais justement, c'est-à-dire que si on arrive à la surmonter, enfin, c'est une contrainte qu'ont aussi nos clients qui n'automatisent pas, tu vois. Les groupes WhatsApp qui se font bannir, en fait, quand ils ont 50 communautés, parce qu'ils font un gros challenge, Mhm. bah, en fait, ils se font bannir des fois les communautés, même depuis quelques semaines, c'est le nouveau truc. Les communautés se font bannir. Et du coup, On est bah, sur Reddit? Ouais, ça, je sais pas, bannissement. je suis pas sur Reddit, mais ouais, les communes, genre tu crées 10 communes, en fait, dans le tas, t'en as 3 qui vont se faire ban, et quand t'as des gens dedans, c'est chiant, quoi. Ce qui est intéressant, en fait, dans le fait qu'il y ait des contraintes ou des trucs comme ça, c'est que, justement, si jamais on arrive à dépasser cette contrainte-là, peut-être que ça se fera aussi avec un partenariat, Hmm. voilà, enfin, ça, je sais pas encore, mais en gros, si jamais on a moyen, du coup, d'avoir des numéros qui sont plus solides, bah, en fait, on va résoudre le double problème en même temps, en mode, bah, Hmm. t'automatises, et en plus, ton truc saute pas. Donc, en fait, on pourrait pricer plus cher aussi. Donc Hmm. potentiellement, tu vois, là aussi, hop, on augmente la LTV, on augmente la valeur par client, et en fait on scale en augmentant les prix comme ça, tu vois. C'est ce que je disais Hmm. aussi, genre ne pas voir son SaaS que comme un véhicule de distribution de son SaaS unique, tu vois. Et Ok. surtout pour ceux qui vont faire de l'ADS, parce que sur l'ADS, ton but c'est que quand tu mets 1 euro, t'en sors le plus possible derrière, et tu vas être le plus rentable possible pour scaler après le plus possible tes pubs, jusqu'à break-even, ou enfin après ça dépend de la stratégie. Bah, si derrière, je sais pas, tu as un SaaS à 100 balles par mois et qu'en fait, sur la même cible, les clients du SaaS, tu les closes sur des coachings à 3K, bah en fait, Mhm. si tu as un client sur, même un client sur 20, tu vois, qui prend un coaching à 3K, bah en fait, tu as Ça monte presque, vite, hein. t'as plus que doublé ta LTV. Enfin, ça dépend de tes coûts de delivery et tout, la TVA, ou comment tu gères ce genre de truc. Mais genre, si c'est 3K hors taxe, TTC, si ton SaaS il est en TTC hors taxe, bon bref. Mais en gros, tu fais ouais, fois 2 sur ton cash, quoi. Ça monte vite, hein. Bien sûr. Ok. Est-ce que tu aurais des conseils à donner à des personnes qui étaient dans la vente de formation, par exemple? Un Et qui voudrait infopreneur? lancer un SaaS. Ouais, qui voudrait lancer un SaaS. Ne lancez pas un SaaS pour lancer un SaaS, c'est ce que j'ai dit au début, mais en Ok. fait, et ne lancez pas aussi un SaaS uniquement avec pour but de vendre à vos élèves. Parce que, à part si c'est une formation qui a vraiment 3000 élèves super engagés, sauf qu'en en vrai, on sait comment ça se passe dans les business de formation, surtout dans le make money, là où aujourd'hui, en vrai, plus de 50% des coachs qui chiffrent beaucoup, ça reste du make money, même si en vrai, c'est juste que dans les autres niches, il n'y a pas assez de marketeurs compétents, mais ça pourrait très bien aussi vendre. Mais je pense que du coup, peut-être ton audience, les gens qui verront seront plus une audience make money, mais c'est vrai pour tout le monde. Ben, assez souvent, sur 3000 clients, peut-être, tu vas en avoir peut-être 300, 400 qui vont être engagés dans le programme. Et tu as tous Hmm. ceux qui auront arrêté en cours de route, ou tous ceux même peut-être qui auront fini le programme et qui ne seront plus en train d'utiliser activement, tu vois, parce qu'ils sont passés à autre chose. Alors, même moi, tu vois, j'ai suivi des très bons programmes qui ont changé ma vie, mais aujourd'hui, je ne suis même, enfin, je suis plus du tout les groupes, ce qui se passe dans ces accompagnements-là. Donc, on a tendance à surestimer le côté, ouais, j'ai des clients dans ma formation, donc en fait, ils vont acheter mon SaaS. Ça, c'est pas vrai. Et même dans ceux qui ont des résultats, ils vont pas tous acheter. Et au-delà de ça, en fait, bah, tu vas pas valoriser un SaaS sur la base de j'ai des clients de ma formation qui me font du MRR. Parce qu'au Hmm. final, ça revient à bah, ok, ça peut être valorisé à toi, mais à un moment, enfin, faut que ça dépasse la base de tes clients. Tu vois, Hmm. même bon, Hormozy, c'est pas le bon exemple parce que ils vendent, enfin, si, ils vendent des workshops à 5K, mais ils vendent des bouquins à 20 balles, tu vois. Donc, c'est pas pareil. Iman Gadzhi, enfin tu vois, Iman Gadzhi par exemple, Whoop, bah, en fait, tu as tellement d'utilisateurs de Whoop qui n'ont pas acheté les formations d'Iman Gadzhi, mais en fait, Hmm. Whoop, ouais, tu vois, c'est un SaaS qui dépasse la formation d'Iman Gadzhi. Et alors, ça peut être bien de créer un SaaS pour un problème qu'on a identifié dans son audience, parce que là, encore une fois, tu en reviens de ce que je disais, il faut partir du problème, tu vois, faut pas partir de je veux faire un SaaS. Et si tu vois qu'il y a un problème dans ton audience, que voilà, tu fais tes metrics, un genre de budget à peu près prévisionnel, sans rentrer dans un truc d'école de commerce pompeux, tu vois, mais juste voilà, faire des calculs, voir comment tu vas être rentable, combien de clients tu peux viser à peu près. Et après, tu divises ça par 2 ou par 3 parce que tu auras toujours beaucoup moins que ce que tu as tendance à viser. Enfin, ça dépend du mindset. Moi, je tendance à toujours avoir un peu trop. Voilà, et tu vois qu'en fait, ça peut être une bonne idée d'y aller. Bah, ça peut être Mhm. une bonne idée d'y aller. Mais après, il faut voir vraiment aussi le temps que ça va te prendre, que ça va pas enfin, ou que tu vas pas être sur ton business de formation. Enfin, tu vois, encore une fois, c'est multifactoriel, ça dépend de chaque personne. Faut que ce soit Donc ça, pertinent, ouais. voilà. Mais voilà, si jamais il y a un problème, que c'est intéressant d'y aller, et que c'est un truc qui peut se vendre au-delà des clients de la formation, là, ça peut être une bonne idée.
Mais je trouve qu'il y a un peu Hmm. trop ce truc en fait où les infopreneurs ils veulent faire du SaaS et où les gens qui font du SaaS veulent faire de l'infopreneuriat. C'est un peu drôle, tu vois. C'est parce que je pense que les infopreneurs, il y a ce côté où même les agences et tout, genre ouais, bon, vas-y, toi tu vends des formations, quoi, t'as pas vraiment un business, tu vois. Hmm. Et du coup, ça monte un peu à l'ego des mecs ou des nanas qui vendent de la format et ils se disent, ah ouais, bah vas-y, tu sais quoi, on va voir si je vais pas faire de business, vas-y, je vais lancer un SaaS, tu vois. Et à l'inverse, en fait, t'as les gens qui lancent un SaaS qui sont en galère de thunes et en galère de cash flow et qui du coup envient les infopreneurs qui sont des business non cash flow où tu peux quand même faire pas mal de thunes et de profits plus ou moins rapidement. J'ai pas envie de dire que c'est facile et que ça se fait en claquant des doigts, mais c'est En beaucoup plus bossant. facile de faire 10K par mois en vendant des formations qu'en vendant un SaaS. Bon, sauf cas particulier évidemment, mais ouais, la majorité, Ah même ouais. 10K et Ok. même. Enfin, tu vois, moi j'ai scalé une cliente de. En gros, elle faisait 3K par mois il y a un an. On est monté à 170 000 au mois d'avril dernier. Là, je pense que ce mois-ci, on va faire plus de 200 000. Bah, en fait, c'est ça sur un SaaS, c'est tellement rare, tu vois. Hmm. Surtout sur le marché français uniquement, tu vois. Bon, après, aux US, ça peut être différent. Mais ouais, des SaaS qui font de 0 à Il n'y en a pas 200K beaucoup. MRR en un an, j'en connais pas beaucoup, tu vois. Il y en a, hein, il y aura des contre-exemples, mais il n'y en a pas beaucoup. Il y Et en a c'est très peu, il y beaucoup en a plus très peu. dur. C'est beaucoup, beaucoup plus dur. Ouais, ouais, t'as les trois quarts Après, qui explosent en vol et tout. Enfin, ouais, ouais, non, mais c'est sûr. Mais après, par contre, bah, tu vois, vaut mieux avoir un SaaS à 200K de MRR qu'une formation qui fait 200 000 euros par mois, tu vois. Parce que le SaaS, c'est valorisable. et Parce que puis c'est la formation dépendante de toi un peu aussi, comme tu as ouais, et puis parce évoqué. que les clients de ton SaaS aussi, tu peux leur vendre de la formation et du coup, boum, là tu peux. Enfin, t'as un potentiel des fois d'upside qui est énorme, tu vois. Moi, c'est ça, je comprends pas. Et même limite, peut-être je devrais faire un business là-dessus, Ah ou en tout tiens, cas, ça peut être une bonne idée de business pour quelqu'un. Mais tu vois, aller chercher les SaaS qui ont des. Enfin, même pour des opérateurs de croissance ou peu importe, aller chercher des SaaS qui ont des clientèles énormes et leur rajouter un pôle accompagnement, tu vois. ah, j'ai une question pour toi. C'est sur la partie email. Est-ce que tu penses que c'est pertinent encore plus maintenant d'en avoir des emails de tes clients, des choses comme ça? Par exemple, t'es pas trop organique, tu m'as dit, mais c'est pour aller défoncer les algorithmes et être protégé. Est-ce que tu penses que c'est pertinent là encore plus en 2026? Ouais, toujours. Une Je bonne pense base que mail. oui. Et aussi dans une optique de LTV. En fait, si tu veux. Moi là, je pense sérieusement à lancer une newsletter. Bon, au début, j'avais pas de clients, donc je n'allais pas le faire, tu vois. Mais en gros, je pense sérieusement en fait à faire une newsletter pour les clients de groupe Pilot qui recevraient genre une fois par semaine, où en Ouais. gros, toutes les semaines, ils recevraient un conseil Webi. Et en fait, donc ça peut être un conseil que j'ai testé en agence, mais ça peut être aussi la recommandation d'un SaaS avec un lien d'affi, tu vois. Mais Hmm. par contre, faut pas commencer à promouvoir de la merde parce que bah, les gens ils vont te faire confiance une fois et si tu les baises, enfin, genre, si Bien tu sûr. fais confiance deux Mais il y en a fois, beaucoup qui font ça. Il y en a bah beaucoup ouais, qui font et des à un moment donné, newsletters en plus de leurs Systemio, produits, par exemple. Systemio, excellent exemple. Ah En vrai, ouais. honnêtement, les gens, tu vois, à mon avis, Systemio font pas d'argent avec les abonnements en termes de marge parce que j'imagine le plan le moins cher, c'est 17 balles par mois. Derrière, tu as les frais de AWS, tu as les Ouais. frais de médias, de cloud, tous les machins. À mon avis, ils font pas d'argent là-dessus et en vrai, ils font leur fric avec les formations et les trucs qu'ils vendent autour. Non, vraiment. Ils sont À mon forts. avis, la formation, c'est le canal d'entrée. Et derrière, bah, enfin, je sais pas, tous les gens qui font System.io le savent. Aurélien, il t'envoie 15 emails par jour pour te dire qu'il lance une nouvelle formation, un nouveau webinaire, que c'est absolument unique, que c'est la dernière fois que ça se représentera. Bon, moi je suis pas fan de leur mail, mais je pense que s'ils le font, ça marche pour eux. Et, Hmm. euh, et en fait, à mon avis, Systemio fait plus de la moitié de sa marge sur de la formation, honnêtement. Parce que t'imagines, en fait, t'as un SaaS, t'as des mecs qui font de l'affiliation vers ton SaaS. Ton SaaS, c'est un peu genre le. C'est pas le no-brainer, parce que bon, il y a GHL, on utilise GHL, tu vois, par exemple. Mais Hmm. bon, t'as plusieurs concurrents à System.io. Mais à mon avis, enfin, tu vois, c'est quand même top of mind tu vois, dans les logiciels. Et du coup, tu as plein de clients qui rentrent parce que c'est connu que System.io, blablabla. Et en fait, c'est plein de leads ultra qualifiés pour du business de formation, tu vois, qui rentrent. Et ça, c'est intéressant. Hmm. Alors moi, sur Ok. Groupilot, tu vois, c'est plus compliqué parce que c'est une cible B2B qui va pas forcément payer de la formation. Mais comment je peux monétiser mes users, tu vois, comment je peux augmenter la LTV de mes users. Et ça, c'est un paradigme, mais personne ne l'a. Et parce que, encore une fois, les gens pensent que en mode SaaS. Genre, ils disent, OK, bah moi, je suis un mec qui fait du SaaS, j'ai mon SaaS, je fais du SaaS. Ouais, Donc, je faut peux pas penser vendre de plus large. formation. Bah si, en fait, genre, tu vends du service, en fait, c'est la même chose, tu vois. Si tu vois Donc, quel besoin qu'ils le demandent, que ouais, eux le demandent au final, je sais pas faire ça, je sais pas faire ci, etc. Et que ouais. ton SaaS ne couvre pas, bah hop. Bah, je prends des exemples à la con, tu vois, mais je sais pas, peut-être qu'il avait fait à l'époque et peut-être qu'ils ont arrêté parce que bon, la formation, c'est quand même scaler de l'humain, hein, donc ça peut être problématique à certains niveaux.
Donc ça dépend comment c'est géré, ça Mm. dépend si vraiment tu as envie d'aller dessus ou si c'est plus intéressant en fait de double down pour plus scaler le SaaS. Enfin, c'est une question de priorité aussi, tu vois. Mais tu vois, par exemple, ce Magic qui fait des trucs créa de contenu, demain, je suis sûr qu'ils prennent toute leur base de créateurs, ils font un webinaire sur comment créer du contenu en 2026 et ils vendent une formation à la fin. Il n'y a aucun monde où ils prennent pas 6 voire 7 chiffres, tu vois, sur leur lancement. Sans pub, juste en remonétisant leurs users, tu vois. C'est pour ça, et même limite, là, ça me donne l'idée, tu vois. Bon, j'ai beaucoup de taf en ce moment, donc je le ferai peut-être pas tout de suite. Mais aller chercher des mecs qui ont des SaaS énormes et Ouais. faire un webinaire sur leur base de users pour vendre un produit, tu vois. Genre une formation ou peu importe. Y a pas de limite. Mais c'est ça, en fait, en fait, faut arrêter de penser comme, genre, comme s'il y avait des cases et des règles prédéfinies. Oui, oui. Puis on peut très bien vendre quelque chose, après, qui peut servir à revendre autre chose derrière, construire toute une Tu vois. structure entière, au final, qui se Et là où revend ce après. Magic le font quand même bien, c'est que tu vois, maintenant ils vendent leur nouveau Ouais. SaaS de génération de miniatures. Donc ça, c'est intelligent, tu vois. Eux, ils le font quand même bien. Miniature YouTube, du coup, ou YouTube, je miniature crois. YouTube, ouais. Et eux, par exemple, ils le font, mais sur plusieurs SaaS. Bon, là, j'ai pris cet exemple-là, je connais pas exactement Ouais. leur business dans les moindres détails. Peut-être qu'il y a des raisons qui font qu'ils le font ou qu'ils le font pas, mais Mm. c'est un levier que personne n'utilise et je pense que c'est un peu dommage, tu vois. Ça permet de Alors, faire bah, rester ça demande d'y les allouer du clients, temps. des fois, ça permet de faire Hmm. rester les clients dessus, par exemple. Ils disent, bah tiens, j'en ai un peu marre de cette fonctionnalité-là. Puis bah boum, une nouvelle, et je peux plus m'en passer. Ouais, Non? aussi, mais moi, ce que je parle, c'est vraiment plus de dire, bah, je sais pas, la personne, elle est venue ici parce qu'elle avait un problème, bah, en fait, enfin, t'as résolu un de ses problèmes, mais peut-être que tu lui en crées un deuxième, mais peut-être aussi que il y a d'autres moyens de résoudre ce problème ou qu'il y a un autre problème plus grand, tu vois, derrière. Ah, ok. Donc, vraiment plus penser en problème, tu vois. Genre, c'est quoi mon avatar? En fait, on revient vraiment aux bases du marketing. C'est quoi mon avatar? À qui je vends? Pourquoi il va acheter chez moi? Qu'est-ce qu'il pourrait acheter d'autre? Chez qui il achète? Aussi, tu vois. Parce Hmm. que bah, moi, je vends l'automation Webby, mais en fait, tous mes clients, ils utilisent System.io, tu vois. Hmm. Mais en fait, peut-être que demain, System.io, c'est pas le meilleur outil et que je peux faire un outil qui concurrence. Bon, je vais pas le faire parce qu'en termes de ressources, c'est pas utile dans mon cas, tu Hmm. vois. Mais peut-être que voilà, ça aurait été de lancer un System.io. Peut-être que ça aurait été de lancer une marque blanche de Go High Level, tu vois. C'est ce que je suis en train de faire aussi sur les Webby. Bon, ce sera pas pour la même cible, mais en fait, enfin, tu peux créer un écosystème. Et en plus, quand Hmm. tu crées un écosystème et que tous les trucs sont plus ou moins liés, c'est-à-dire que si demain, je sais pas, Groupe Pilot, en fait, ça marche plus mais qu'en fait, ça m'a permis de développer en repompant la base de clients, je sais pas, un deuxième SaaS ou une affiliation, Ouais, c'est ça, c'est ça. bah, j'ai On toujours n'a un pas fait revenu, ça tu pour vois, rien, de ma toute boîte, façon. elle est pas morte, tu vois. Ouais, c'est Bon, après, ça. c'est des stades plus avancées, tu vois, c'est pas le truc qui va faire passer de 0 à 1, mais c'est des stratégies intéressantes à réfléchir pour faire rentrer du cash flow et Et, pour voir plus loin, en fait, tu vois. Même si ça demande d'y allouer du temps, des fois du capital, donc c'est aussi toujours un arbitrage entre est-ce que j'ai pas plus vite fait d'aller d'abord scaler ce que je fais déjà. Parce qu'en fait, on a une infinité de choses qu'on pourrait faire, tu vois, en tant qu'entrepreneur dans notre journée. Et la vraie question, c'est qu'est-ce qu'on priorise, qu'est-ce qu'on fait passer en premier, qu'est-ce qui nous fait kiffer aussi, tu vois, parce qu'on n'est pas là que pour faire de l'argent, mais même si bah, hmm. ça reste une composante importante, tu vois, on fait quand même du business, mais ouais. Et on m'a déjà dit que c'était plus facile des fois d'aller choper un client qui a déjà payé un service ou un produit similaire. Toi, t'en penses quoi 100%. de ça? 100%. 100%? Ça, j'ai rien à Ok. ajouter, c'est 100%. Genre, oui, 200%. En vrai, non, mais c'est bête en vrai, mais on y pense. Enfin, c'est pas un truc que les gens pensent en premier, donc Hmm. parfait, validé. Bah, nos clients, ils payent de la Euh, pub, par exemple. Tu vois. Mais tu vois, peut-être que demain, nos clients sur Groupe Pilot, les B2B, je sais pas, demain, il va y avoir des vagues de ban méta, et enfin, je ouais. sais pas, genre de ad account, et que ça peut être intéressant de lancer une agence enfin, un compte agence, ou tu vois, un truc pour passer sur ban, tu vois. Bah, Oh. c'est toujours ce truc de comment on peut voir plus loin, mais en étant pertinent, tu vois. Parce que, Hmm. tu vois, moi, je vends du WhatsApp, c'est vrai que demain, faut trouver un problème, enfin, tu vois, que mon avatar va avoir pour des personnes qui font des webis déjà avancés. C'est-à-dire que je vais pas leur vendre un coaching en mode comment faire tes premiers 100 000 euros en webinaire. Hmm. Moi, c'est des gens qui font déjà des sous en webinaire, tu vois. Ils s'en foutent de faire leurs premiers 100 000 euros en webinaire. Donc, c'est toujours l'avatar client de ton produit dominant ou même des fois segmenté, tu vois. Tu peux avoir plusieurs segments dans ton produit. Et voilà, quoi. Ok. Je voulais te demander, du coup, quand tu ouvres ton ordinateur tous les matins, Ouais. euh, tu regardes quoi en premier comme Matrix? WhatsApp. WhatsApp. WhatsApp, déjà, voir s'il n'y a pas des incendies qui ont éclaté pendant la nuit à éteindre. En vrai, WhatsApp, je regarde pas de KPI tous les jours, en vrai. Ok. Je suis un peu anti ça, enfin, je suis pas anti ça. Pourquoi je le fais pas? Parce que ça prend de la charge mentale, faut y penser. Moi, j'ai beaucoup de mal avec les routines. Donc, je regarde WhatsApp, je regarde ce qu'il y a à faire aujourd'hui, je fais la to-do. Et puis, bah, de toute façon, tu connais, quand tu as une société, tous les mois, tu dois envoyer les factures, regarder les bilans, la compta. Tu dois suivre un peu ce qui se passe.
Et puis même, tu vois, bon, au milieu de mois, je regarde les comptes, je regarde où on en est, tu vois, qu'est-ce qu'on a fait rentrer ce mois-ci. Après, je regarde aussi les chiffres de mes clients aussi, hein, en agence, forcément. En vrai, je Mhm. dirais quand même, je regarde peut-être les stats à la semaine, mais pas sur le SaaS, tu vois, plus sur les webinaires, genre combien on a mis en pub, combien on a eu de calls, combien on a eu de ventes, etc. Donc, Mhm. mais après, moi, j'ai pas vraiment de métriques, de KPI que je regarde tout le temps. Là, je sais que le SaaS, bah, tous les mois, je vais checker le MRR. L'ARR, c'est un peu dur de se projeter parce que tu vois, ça existe depuis un mois. Donc, vas-y, je vais pas dire que si je fais 1000 balles de MRR, je fais 12K d'ARR, c'est faux, tu vois. On a deux clients pour l'instant qui ont payé en annuel, mais c'est tout. Et, euh, et voilà, hein. Enfin, j'ai pas Ouais. 36 métriques Ok. là-dessus. Mais ça veut pas dire qu'il faut pas le faire, tu vois. Enfin, ça dépend en fait, encore une fois, de chaque. Moi, sur mes business d'operating en webinaire, on fait de la ads. On a énormément de stats, énormément de KPI qu'on track pour voir en gros bah, où dans notre funnel on perd des gens, quoi. Ok, Donc ça c'est clair. dépend du business, ça dépend du. Ouais, encore une fois, ça dépend. Mhm. Et j'aimerais terminer une question par rapport à la vente de formation. Si jamais tu faisais que du SaaS, qu'est-ce qui te manquerait justement dans la vente de formation? Je pense le cash flow, hein. Ok. C'est vraiment dur. En vrai, c'est ça qui est dur dans le SaaS, c'est le cash flow. À part si tu closes que en annuel ou que tu fais vraiment du high Mhm. ticket comme Airos, tu vois. Airos, c'est du SaaS high ticket. Eux, ils vendent le plan minimum, c'est 300 balles par mois et tu montes vite à 700, Mhm. 1500, 2500 balles par mois, tu vois. Ça dépend de combien tu chiffres. Eux, je pense qu'ils ont pas du tout de problème de trésor. Euh, mais ouais, quelqu'un qui a pas de capital, qui fait que du SaaS, ouais, c'est ça qui manque, hein. C'est vraiment le côté cash flow. Moi, j'ai des potes, tu vois, qui avaient de l'agence Google Ads pour les artisans. Et du coup, après, ils ont lancé un SaaS de facturation pour les artisans. C'est un SaaS qui est excellent. Honnêtement, c'est le meilleur produit de leur marché. Mais c'est toujours en galère de trésor parce que, bon, ils faisaient de la pub. La pub était rentable, tu vois, quand même. En plus, comme ils avaient un bon produit et tout, il y avait quand même du referral. Donc, en plus, enfin, ça faisait qu'in fine, le client qui allait acquérir en pub pouvait ramener d'autres clients. Donc, on va être encore plus rentable et tout. Mais parce que bon, c'est, tu sais, les artisans et tout, ils travaillent beaucoup aussi avec tout ce qui était gitan et tout, donc ils se connaissent tous entre eux. Et du coup, ils sont un peu vite fait leur nom dans le domaine. Mais c'est vrai que tu vois, même eux qui avaient des compétences business, bon, qui n'avaient pas forcément beaucoup de trésor de côté quand ils se sont lancés, pendant un an et demi, 2 ans, c'était toujours en fait, on peut pas scaler parce qu'on n'a pas la trésor. Ils ont dû emprunter de l'argent et tout, même à des potes et tout, pour financer le SaaS, parce qu'aussi ils avaient des fonds de roulement qui étaient abusés avec Apple qui les payait 3 mois en retard, enfin 3 mois en retard. C'est les règles d'Apple, tu vois, ils ont accepté, mais Ouais, ouais, ce que tu m'as dit ça tout fait à l'heure, partie ouais. du jeu. Ok. Donc je pense que c'est vraiment le cash flow. Ok. Et c'est vrai que alors après, soit ils le font eux-mêmes, tu vois, soit ils prennent quelqu'un qui développe une branche service peut-être plus high ticket, faut rentrer du cash, c'est intéressant, tu vois. Ou Ok. alors directement aller sur du SaaS high ticket. Je sais que Airo, je pense que c'est super rentable, c'est du SaaS high ticket. Comme ils vendent high ticket, tu peux avoir un mec qui fait les onboarding, enfin il peut y avoir plusieurs mecs qui font de la relation client à fond pour avoir un churn le plus bas possible, surtout que leur produit il est quand même complexe à utiliser. Donc ouais, encore une fois, ça dépend, mais je dis tout le temps la même chose. Mais je pense que c'est vraiment le cash. Et c'est pour ça que j'essaie un peu d'amener ce paradigme dans le podcast. Alors je sais que j'ai beaucoup parlé, j'aime bien parler beaucoup aussi, mais j'essaie d'amener ce paradigme de bah, chaque cas est différent, bien sûr. Ok, il y a plusieurs méthodes d'acquisition, et bah forcément, au bout d'un moment, même surtout si vous voulez financer en pub et vraiment scaler vite, ce qui compte c'est le cash flow. Et donc, qu'est-ce qui peut rapporter du cash flow en plus du SaaS et voir plus loin que le modèle? Je pense que c'est ça les trois trucs tu vois, qui devraient retenir. Hmm. C'est que Pas trois trucs. croire qu'on lance son SaaS et on fait par exemple 100 000 euros en quelques mois et enfin qu'on a revenu infini, quoi. Enfin, Bah, il y aura des contre-exemples, tu vois. Il y aura des contre-exemples. Après, il y aura aussi des mecs qui vont dire ça pour vendre des formations et qui font plus d'argent. Enfin, le problème, c'est pas qu'ils fassent plus d'argent avec la formation que le SaaS, mais qu'en gros, tous les revenus affichés viennent de la formation et pas du SaaS. Tu vois, enfin, je vais pas citer de nom, ouais. mais tu vois, c'est quand même bizarre qu'il y ait des mecs qui, soi-disant, font énormément d'argent avec du SaaS, qui en plus vendent des formations avec du SaaS, mais qui en plus, quand il faut booker une villa à 80 000 euros, ça parle chinois, et ils sont endettés de 60 000 euros à différentes autres personnes en plus, tu vois. Bah, T'en c'est sais des bizarre, hein. choses. Et- Bon, je dirais pas les noms parce que c'est pas drôle, tu vois, mais Non, non. je veux pas avoir de problème non plus. Mais ouais, ouais, dans les ventes de formation SaaS, je sais qu'il y en a beaucoup qui abusent. Hmm. Surtout ceux qui vendent avec du marketing bling bling, Dubaï, tout ça, tu vois. Mais bon, après, grand bien leur face, tu vois, je leur souhaite pas de malheur à eux. Enfin, bon, Ouais, voilà, bien sûr. chacun son business, chacun son modèle. Mais bon, c'est vrai que. Attends, c'était quoi la question de base? Je me suis un peu écarté. Bah écoute, je ne sais plus, mec. Bah, ce qui te manquait dans la vente de formation par Oui, non, rapport au c'était ouais, SaaS. la Ok. marge. Ouais, la marge. Ouais, 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 Mais ouais, bon, bref, je sais plus. très clair.
Ça reste clair, on a bien parlé, c'était cool. Est-ce Ouais. que tu as quelque chose à ajouter pour la fin? Non, je pense qu'en vrai, j'ai un peu fait le tour de ce que. En fait, de base, c'était même pas préparé, je savais même pas que j'allais dire ça, mais je pense que c'est le truc que ton audience doit entendre. Même si j'ai un peu beaucoup parlé, ça je sais, c'est un peu mon défaut des fois, c'est que je On va parle arriver au record là, hein. d'explique beaucoup de choses. Après, s'il y a des trucs à cut, de toute façon, tu cuteras au montage. Mais non, c'est très Et bien, c'est très bien. je pense que si au moins ton audience, elle peut un peu changer de paradigme et que peut-être ça leur a donné des idées, des déclics, tu vois, et que ça a un peu ouvert leur vision du champ des possibles de ce qu'ils peuvent faire, Mhm. ça, c'est intéressant, tu vois. Plutôt Mhm. que de dire, voilà, bon, comment j'ai fait, comment machin, tu vois. Bon, c'est intéressant aussi, Ouais, hein, je dis pas pas, se mais lancer sur forcément bien sûr. on fait que l'un que l'autre. On peut très bien en faire plusieurs en même temps qui s'associent au final. Faire Ouais. un SaaS, vendre d'autres choses avec en Ça reste des complément. business de service, en fait. In fine, un SaaS, c'est quoi? C'est un service que peut-être tu aurais pu délivrer en agence, mais que tu délivres at scale via de la tech, tu vois. Mhm. Donc, Mhm. bon, je commence à parler comme un mec de Silicon Valley. J'aime Oula, pas oula, ça. oula. Moi, je suis pas du tout dans le game de lever des fonds et tout. Oui, c'est vrai que, bon, tu vois, c'est aussi pour ça que beaucoup de startups lèvent des fonds, tu vois. C'est parce que, bah, dans du SaaS, dans du software, c'est très dur d'avoir de la trésor au début et d'avoir suffisamment, en fait, pour avoir cette traction et scaler, tu vois. Mhm. C'est vrai qu'il y en a aussi peu qui bootstrap. Et bon, oui, c'est sûr qu'il y en a qui vont lever des fonds. C'est vrai que j'ai pas parlé de ça parce que moi je connais pas du tout ce milieu-là. Moi j'ai jamais levé de fonds, j'ai jamais emprunté d'argent. J'ai toujours lancé mes projets à partir bah, déjà au début de rien, puis de fonds propres, tu vois, en réinvestissant et tout. Mhm. C'est pour ça aussi que après 7 ans, je suis encore loin d'être millionnaire, tu vois. Enfin, peut-être pas 7 ans, peut-être un peu moins. Mais ouais, depuis enfin, plusieurs années, je suis encore loin d'être millionnaire. Même si en vrai, depuis le début de l'année, depuis que je me suis expatrié aussi, ça va quand même beaucoup plus vite. Ah oui, si, Ouais. ça me fait penser, le truc à ajouter que je t'ai dit hors caméra avant. Ça, c'est la petite pépite pour La la fin taxe. pour ceux qui voudraient s'expatrier. Euh, Allez. bon, je suis pas avocat fiscaliste, je suis pas conseiller en fiscalité. Allez voir un professionnel avant toute décision. Mais en France, pour ceux qui voudraient s'expatrier plus tard, moi j'invite quand même ceux qui prévoient de s'expatrier, hein. Voilà, il y en a qui veulent peut-être pas s'expat, bon c'est ok pour eux. Mais ceux qui prévoient de s'expatrier, mais ça va peut-être vite venir, hein. Tu sais, quand tu commences à faire un peu et tout, tu te dis bon. Mhm. Enfin, ça dépend de tes attaches aussi en France. Pour moi, ça dépend plus des attaches. Moi, j'en ai pas beaucoup, tu vois, à part ma famille, mais en fait, je peux revenir les voir. Genre, la Hongrie, Mhm. c'est pas très loin. Ouais, Euh, quelques heures en avion, ça va. 2 heures, ouais, 2 heures. Ouais, Deux ouais, heures, donc ça moins de va. 100 € l'aller-retour, enfin, ça va, tu vois. C'est Ouais. ok. Mais en gros, si tu veux, tu as une exit tax en France sur la valorisation des sociétés où tu détiens plus de 50% des parts. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si jamais tu as ta boîte, que tu as 100% des parts, que tu n'as pas d'associé et que tu l'as créée en France et que, en fait, je sais pas, tu as monté ton SaaS à 50K, 100K de MRR et que là, tu te dis, ok, j'ai envie de me casser à Dubaï, surtout Dubaï, c'est le pire exemple, mais enfin, c'est le pire cas, mais voilà, j'ai envie de me casser. En fait, tu as ce qu'on appelle l'exit tax. Ça se déclenche quand tu as 800 000 euros de titres ou que tu as plus de 50% des parts d'une société. Et en gros, ça, ce que ça fait, c'est que si tu pars dans un pays de l'Union européenne, tu dois faire des déclarations pendant, je crois que c'est 2 ou 5 ans à la France, Ok. comme quoi tu n'as pas revendu ta boîte. Sinon, si jamais tu as revendu ta boîte, tu vas te prendre une flat tax dessus. Prélèvement forfaitaire, je crois que c'est 30 ou 31, je pense que ça a dû changer. Mais en gros, tu te prends une flat C'est tax augmenté. sur la valeur de ta boîte. Sur la valeur de ta boîte, pas sur le MRR, Ok. sur la valeur, ok? Et du coup, il y en a qui vont se dire, oui, bon, bah, au pire, c'est simple, je ferme ma boîte, je rouvre la même à l'étranger. Non, bon, ça peut-être si vous faites vraiment pas beaucoup d'argent, vous allez passer sous les radars, j'en sais rien. Voilà. Mais surtout si vous chiffrez pas mal, que vous êtes un peu dans le viseur du fisc. Si jamais vous prenez la même techno, le même fichier client, tous ces trucs-là, et que vous les déplacez d'une société à une autre, ça doit se faire à prix de transfert, valeur de marché, comme si quelqu'un avait racheté votre SaaS à sa vraie valeur, parce que Ah, cette ça autre coûte une personne, c'est couille. vous, c'est votre autre boîte. Donc en fait, ou alors après, bon, tu as des techniques pour transférer, tu peux faire des holdings. Bon, là, encore une fois, je suis pas fiscaliste, Mhm. mais attention à l'exit tax, parce que en fait, si tu as un business qui s'est valorisé, surtout sur du SaaS, en fait, sur de la formation, en fait, t'as pas vraiment de valeur sur l'agence non plus. Parce que demain, tu vois, bon, moi, demain, mettons, je vends des formations sur Instagram, machin. Demain, moi, je suis plus là, je vends plus de formations sur Instagram. La boîte, elle fait zéro. Bon, bah, la boîte, elle vaut zéro. Tu vois, enfin, elle a pas de valeur, elle pourrait Mhm. pas être vendue à quelqu'un. Euh, Maintenant, quand la valeur, elle est dans la tech, et que ça pourrait tourner sans toi, et je dis pas genre, ah oui, mais en fait, bon, je suis le meilleur pour scaler mon business. Non, non. Demain, quelqu'un pareil que toi, aussi compétent que toi, qui a toutes les connaissances que tu as sur ton SaaS, qui pourrait faire la même chose, bah ouais, là, il y a un sujet. Enfin, la boîte a théoriquement de la valeur, tu vois.
Et du coup, bah ouais, tu peux te prendre la taxe dessus. Quand tu pars dans l'UE, tu peux avoir un sursis, ce qui fait qu'en fait, tu ne payes pas cette taxe et tu n'as rien à avancer. Et pendant 2 à 5 ans, enfin, ça dépend de la valeur des actions et tout, tu peux, en gros, bah, ne pas provisionner cette taxe et ne pas payer cette taxe in fine, si tu vends pas, si tu... Voilà. Euh, Par contre, si tu pars hors UE, donc typiquement Andorre, les Émirats, etc., en fait, l'État peut te demander de provisionner une garantie. En fait, l'exit tax ne s'enclenche que si tu vends ta boîte, ou si enfin, en gros, si tu veux. Mais en gros, dans les 5 ans surtout. Non, dans les 5 ans qui suivent ton expat. C'est pour éviter en fait que tu fasses plein d'argent en France, que tu t'expates et que tu touches le gros lot, entre guillemets, sans Hmm. fiscalité. C'est fait exprès en fait, c'est pour pas passer entre les mailles du filet. Genre, le système est quand même bien fait. Enfin, pour l'État, pas forcément pour les... Mais, et du coup, bah, en fait, le principe, c'est que tu vas devoir en fait donner 30% par exemple de la valeur de ton SaaS théorique que tu n'as même pas, hein, c'est juste de la valeur théorique Mhm. à l'État comme garantie que en gros, si jamais un jour tu vends ton SaaS, bah, en gros ils pourront prendre dessus. Et si jamais au bout de 5 ans tu l'as pas vendu, bah en gros ils te le rendront, tu vois. S'ils te C'est le une rendent. dinguerie parce qu'au final, si tu as une grosse valeur sans forcément générer trop de revenus vraiment bénéfices Ouais. purs, ouais, t'es baisé quoi. T'es un Après, peu. là où la question est un peu subtile, et c'est pour ça que bah, toutes les personnes qui s'expatrient, il vaut mieux passer par un fiscaliste, et il faut pas prendre ce Hmm. que je donne comme conseil, ok, tu vois. C'est quelle valeur Alsace, parce qu'il n'est pas coté en Hmm. bourse, il n'a pas eu de proposition de rachat, probablement, tu vois. Mais en même temps, si tu fais exprès de le sous-évaluer pour payer moins, bah ça peut être contesté, tu vois. Et Ouais. donc, c'est pour ça que c'est des sujets qui Ah, sont et puis qui compliqués pour les vérifie ça founders qui veulent s'expat. Vaut mieux faire le plus vite possible. Et s'ils peuvent pas le faire le plus vite possible, surtout, bah, bien, enfin, dans tous les cas, bien se faire accompagner. Mais ouais, hmm. savoir qu'il y a quand même cette notion d'exit tax sur les valeurs de société qui concerne beaucoup plus les SaaS que de l'infoprenariat, par exemple. Hmm. Donc, Et mieux vaut peut-être payer plus cher quelqu'un qui accompagne bien plutôt ouais, qu'en ça dépend, privé. mais Je sais pas. ça pas forcément. Mais après, moi, Ouais. je connais des contacts qui font ça bien, pas forcément trop cher. Le truc sur lequel il faut être plus sécure par rapport à ça et la France, c'est surtout bien couper le côté français proprement euh, sans se faire niquer derrière. C'est souvent la partie la plus dure, beaucoup plus dure que, par exemple, de se dire je vais à Dubaï, je fais mon Emirates ID, j'ouvre la société et c'est bon, je suis à Dubaï. Non, il faut vérifier que du côté français, c'est bien coupé. Moi, en l'occurrence, je suis en Hongrie, tu vois, donc c'est UE, donc c'est un peu plus simple. Mais tu vois, c'est pareil, si demain j'arrive, tu vois, ici tu dois faire carte de résidence, carte d'adresse, carte de taxe, puis après carte de sécurité sociale quand tu as ouvert la société, société, enfin bref, ce genre de trucs. Ok, tu peux tout faire bien du côté hongrois, mais si en France, tu as encore un appart à ton nom, tu as encore des comptes bancaires, tu as encore des sociétés, bah c'est quand même problématique, tu vois. Donc faut quand même bien couper. Pour ça, bon, ce que j'ai dit, c'est juste une prévention et pour les personnes qui voudraient s'expatrier, qui ont prévu de lancer un SaaS, bah, ça peut être, enfin, faut l'avoir en tête, en fait, faut le savoir parce que souvent les gens le découvrent au moment où ils s'expatent ou ils le découvrent après quand on vient leur réclamer des sous parce qu'ils n'ont pas payé l'exit tax, quoi. Donc, Et est-ce qu'il n'y a pas une problématique aussi de taxes liée à l'origine du client? Exemple, si tu t'expatries à l'étranger, mais que tu vends encore à des clients français, en termes de est-ce qu'il n'y a pas des TVA, sujets aussi là-dessus? bah alors moi TVA. je vais pas donner de conseils sur tout ce qui peut être établissement stable ou quoi parce que c'est pas mon rôle et que c'est des audits qui Mhm. de base, même de base quand c'est fait par des cabinets, ça peut coûter des dizaines de milliers d'euros ça pour le coup. Mhm. Euh, bon globalement le gros sujet c'est la TVA. C'est que Mhm. tu vois il y en a beaucoup qui sont à Dubaï qui pensent que bah, du coup il n'y a pas de TVA à payer en France. Ouais, Ça c'est peut être ça. vrai sur les professionnels, mais sur les particuliers, c'est pas vrai. En gros, en Europe, il y a de la TVA sur les particuliers. En fait, si tu veux, un service numérique est considéré comme consommé dans le service du client, et donc la TVA applicable est la TVA applicable du pays du client. Dans la plupart des cas, après, bon, il y a toujours la contre-exception, le truc, le machin. C'est pour ça que c'est bien d'aller voir des fiscalistes aussi. Mais tu vois, par exemple, bah, je vends de la formation depuis la Hongrie à des clients français. Bon, bah, c'est TVA française. Quand il est belge, c'est TVA belge. Quand il est suisse, c'est TVA suisse. Suisse Ouais, aussi, il y a voilà des cas ça. particuliers. Parce que la Suisse, en dessous de 100 000 euros de chiffre d'affaires, enfin, en tout cas jusqu'à un certain moment, je sais pas si c'est encore le cas aujourd'hui, mais t'es pas obligé de t'enregistrer. Moi, j'ai pas vraiment de clients en Suisse, donc c'est pas trop un sujet pour moi. Mais ouais, Ah, c'est des petits c'est trucs, ce faut que y penser, ouais. ouais, faut y C'est penser. Ouais, bête, mais. la TVA, enfin, ouais, c'est pour ça aussi. Bon, l'idée, c'est pas de faire un podcast expat, c'était plus de mettre un peu un warning en mode. Parce que je sais qu'il y en a beaucoup, tu vois, la vibe, c'est vas-y, je monte mon ça si je me casse en Thaïlande ou à Dubaï ou peu importe. Bah, en fait, Ouais. c'est quand tu as l'argent pour le faire, le plus tôt, mieux c'est quoi, tu vois.
par rapport à ces Ok, problématiques d'exit tax et compagnie. Le plus tôt mieux c'est, et le mieux c'est fait, mieux c'est. Et tu vois, s'il y a au moins une personne ici qui a pu éviter une requalification ou une merde euh, grâce à ça, au moins, voilà, ça aura servi à quelque chose, quoi. génial. Ouais, ouais. Une personne qui me suit sur mon podcast ou X, qui s'en sort bien au bout de quelques mois, quelques années, te remerciera. Bah écoute, ouais, si je peux faire ce petit warning, Trop bien. mais sans donner de conseils, hein, encore une fois, c'est pas un conseil ce que je Ouais. donne, je suis pas conseiller, je suis pas avocat, mais Non, un juste y warning et penser, une quoi. chose à avoir en tête. Ok, bah écoute, merci Valentin, c'était un plaisir, hein. Bah écoute, avec plaisir de même.